Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver, putain c'est cool. On est le 26 septembre 2017 et surtout je suis content de vous retrouver parce qu'on va parler des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est la rentrée parlementaire, c'est le retour de l'émission phare d'Acropolis. Je sais que vous aimez cette émission, je sais que vous l'aimez autant que moi et voilà, et ça va être cool. On est en session extraordinaire, je rappelle que l'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire une fois par an. Ça date à peu près de genre d'octobre à juin et que dans les interstices il y a des sessions extraordinaires qui peuvent être convoquées. Par exemple pendant le mois de juillet il y a eu une session extraordinaire pour parler moralisation et là on est au tout début du mois de septembre, on est à la fin du mois de septembre pardon, et c'est la session extraordinaire notamment pour commencer à examiner les textes budgétaires. Vous le savez, chaque année à l'automne le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Parlement travaillent sur le budget, le pognon, les pesetas, tout ce qui est impôts, tout ce qui est salaire des fonctionnaires, tout ça, tout ça. Voilà, on a un léger truc sur la partie gauche. Ah mais c'est normal, attends, c'est parce qu'il y a encore la chaise des Nations Unies. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Je crois que j'ai fait n'importe quoi au niveau de l'éclairage. Ça c'est le drapeau des Nations Unies. Bon, on a fini notre marathon de ouf. J'espère que vous avez tous envoyé du love à Alexandre. Alexandre de l'équipe d'Acropolis qui vous a concocté une première mondiale qui n'a jamais été faite. Un marathon pour suivre en direct et commenter l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ça a duré les 7 derniers jours. Je vous cache pas qu'on est tous très fatigués, mais pas autant qu'Alexandre qui a fait un travail absolument formidable, qui a été au top. C'est lui qui a tout organisé, c'est lui qui a tout préparé, c'est lui qui a assuré l'essentiel du commentaire. Voilà, il n'était pas seul, il y avait Dorian, il y avait Tom qui sont relayés jusqu'à 3 h du matin, il y avait Sylvain, il y avait moi, il y avait aussi Jennifer et Florian qui nous ont apporté une énorme aide, notamment sur les pays qui concernent leurs compétences, mais pas seulement, ils sont aussi venus nous filer un coup de main sur des pays sur lesquels ils ne connaissaient rien. Voilà, c'était trop cool, on était hyper contents. Voilà, je vous rappelle aussi que on a une FAQ d'Acropolis qui arrive jeudi. Je vous ai posté une vidéo sur la chaîne YouTube principale d'Acropolis dans laquelle je vous invite à poser les questions que vous voulez poser à l'équipe d'Acropolis et on y répondra jeudi à 21 h en direct dans l'émission qui s'appelle Inside Acropolis. Voilà, on a décidé de faire l'inside de rentrée en mode FAQ, comme ça on répond directement à vos questions en amont, enfin en tout cas on prépare l'émission en préparant vos questions et puis voilà. Voilà. C'était du lourd, ouais. Merci à toi Fanny. Fanny, t'as été incroyable aussi. Fanny, la modératrice qui est restée tous les jours jusqu'à 3 h du matin, etc. Fanny, t'étais là tout le temps. On était hyper contents. On s'est fait la réflexion, genre putain, mais elle est ouf. C'était trop cool. Théo aussi, t'as été là, c'était génial. Visite était là aussi. Enfin, vous étiez tous là. Vous nous avez fait super plaisir, Xan et tout. Enfin, vraiment, vraiment eu l'impression de passer une semaine avec vous. Une semaine de ouf. Qui était hyper intéressante en plus d'être hyper rigolote. C'est vrai qu'on a passé des bons moments, mais on a aussi appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris un nombre de trucs incalculables sur les pays du monde entier. Voilà. Donc vraiment, vraiment vous êtes des oufs. Hashtag no life, effectivement, hashtag no life. Mais c'est cool d'être no life et de partager ça avec d'autres no life comme nous. Donc voilà. C'est quand l'apéro l'apéro le prochain, il aura lieu à Rouen. La date du, je me tourne vers Sylvain. Sylvain, l'apéropolis de Rouen, il est à quelle date? Le 3, le 13, le 12, le 2, le 1, le 21 octobre à Rouen. Le 21 octobre à Rouen. Le 21 octobre à Rouen, il y a un event Facebook qui a été créé. Allez vous, voilà. On vous donne rendez-vous le 21 septembre à Rouen. Donc si vous êtes du nord, de la Normandie, de la Bretagne, de l'Île-de-France, on se retrouve tous à Rouen le 21 octobre au soir pour boire un coup, picoler, etc. Voilà. Encore une fois, je rappelle que les apéropolis sont organisés par la communauté d'Acropolis. Donc c'est vous qui organisez ça et ça me fait super plaisir. Voilà. J'ai dit quoi? Octobre? Oui, octobre. Qu'est-ce que j'ai dit? Novembre? Mais non, octobre. Octobre. Voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent, en tout cas soyez les bienvenus sur Acropolis. On va commenter ensemble la séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous voyez que la régie est d'un niveau de professionnalisme incroyable, qui vous concocte un truc aux oignons. Voilà, on en parlera jeudi dans Inside, mais on a prévu avec Tom de retravailler l'overlay en cette rentrée pour donner un petit coup de frais à Acropolis et tout. Donc on va bosser là-dessus, mais tout ça est assez compliqué. Tout ça est assez compliqué. Bon, bref, on parlera de tout ça la prochaine fois. Bref, tout ça pour dire que dans 20 minutes maintenant, les députés vont poser des questions au gouvernement pour contrôler son action sur des sujets en lien avec l'actualité. Et donc, il faut qu'on passe en revue ensemble l'actualité nationale et internationale pour voir quelles sont les questions que les députés sont susceptibles de poser au gouvernement. Au gouvernement. Qu'est-ce qu'on a comme...
qu'est-ce qu'on a comme actu là, si on regarde grosso modo. Aidez-moi un peu là, on a quoi dans le... On a quoi dans l'actualité? Euh, L'état d'urgence, ouais, la fin de l'état d'urgence qui est prévue avec une nouvelle loi antiterroriste portée par Gérard Collomb, le ministre des Affaires étrangères, qui fait déjà débat avant même d'avoir été présenté, puisque le gouvernement prévoit de sortir de l'état d'urgence qui avait été déclenché après les attentats de l'année dernière, ou il y a 2 ans même. Et qui dit sortie de l'état d'urgence dit adaptation des moyens de la lutte antiterroriste à la nouvelle donne post-état d'urgence. Et les détracteurs de la loi de ce projet-là dénoncent d'ores et déjà un état d'urgence permanent et des règles liberticides. Donc on verra tout ça, tous ces débats-là, on les verra sur Acropolis. Donc peut-être qu'on va avoir une question là-dessus. Ministre de l'Intérieur, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ministre de l'Intérieur. La Catalogne, effectivement, le référendum en Catalogne, les Catalans qui organisent un référendum jugé illégal, illégal et anticonstitutionnel par le gouvernement espagnol, donc c'est le bordel en Catalogne. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La Corée du Nord, effectivement, oui, la Corée du Nord, ce sera peut-être l'occasion pour les députés de poser une question au ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour qu'il donne la position de la France vis-à-vis du conflit nord-coréen. Le centenaire de la Révolution de 1917. Je suis pas persuadé que les députés français de 2017, surtout les députés En Marche, aient envie de poser une question sur la Révolution d'octobre 1917. Je rappelle, hein, pour ceux qui ont zappé, lance maintenant Facebook. Pour ceux qui ont zappé, qu'en octobre 1917, les bolcheviks ont pris le pouvoir à Saint-Pétersbourg, renommé Leningrad, et c'était parti pour pas loin d'un siècle de communisme en URSS. L'entrée en vigueur du CETA, effectivement, le traité transatlantique de libre-échange entre la France et le... Il faut que tu changes la description aussi, mais ça tu le sais, Tom. Excusez-moi, pardon, c'est message de service. Le traité de libre-échange transatlantique entre l'Europe et le Canada qui va rentrer en vigueur progressivement avant même la fin de la ratification par les États membres. Voilà, c'est le principe de fonctionnement de ces traités, qui s'appliquent directement, parce que l'Union européenne a déjà donné son accord. Donc pour ce qui relève de l'Union européenne, c'est bon. Maintenant pour ce qui relève des États, il faut que chacun des États adopte, ou pas, le traité CETA. La polémique de Mélenchon et la rue et les nazis. Oh, je suis pas sûr, Antoine, que... Alors c'est une polémique intéressante, je suis pas persuadé qu'elle arrive à l'Assemblée nationale. Ça, tu vois, pour le coup, je vois pas bien ce que les députés peuvent en dire, et je vois pas bien ce que le gouvernement peut répondre, tu vois. D'autant que la manifestation s'est bien passée en termes de sécurité. On est sur Facebook, salut à toutes et à tous, bienvenue ceux qui sont sur Facebook et qui nous rejoignent, on est en direct sur Acropolis pour commenter ensemble les questions d'actualité au gouvernement qui vont commencer dans 15 minutes. Questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, et on est en train de passer en revue l'actualité nationale et internationale pour voir quelles sont les questions que les députés sont susceptibles de poser cet après-midi au gouvernement. J'étais en train de parler donc de la mobilisation de la France Insoumise de ce week-end contre le coup d'état social, c'est le terme qui est utilisé par la France Insoumise pour dénoncer les ordonnances travail, et Jean-Luc Mélenchon donc a rassemblé ses troupes place de la République à Paris, et ce rassemblement, je disais, s'est relativement bien passé du point de vue de la sécurité. On a même vu un satisfecit de la part de la préfecture de police de Paris qui a dit que ça s'était bien passé, que les relations avec le service d'ordre de la France Insoumise étaient bien, et voilà, Jean-Luc Mélenchon lui-même s'est félicité de la bonne tenue de cette mobilisation. Donc tout ça pour dire que j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une question d'actualité à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas vraiment d'actualité parlementaire ni gouvernementale autour de ça, c'est une mobilisation contre le travail. Par contre, ça n'empêchera pas les insoumis de poser une question au gouvernement sur les ordonnances travail, par contre. Voilà. Mais donc tout ça pour dire que la polémique sur les nazis, la rue, les nazis, etc., pareil, ça je pense pas que les députés vont en parler, mais encore que on peut être surpris. On a un autre truc, on a un autre truc aussi que j'étais en train de me dire, qu'on va peut-être parler de Marlène Schiappa, la ministre des droits des femmes, ou de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je sais pas exactement quel est l'intitulé de son secrétariat d'État, mais voilà, peut-être une question sur ses moyens, peut-être une question sur la PMA. Vous savez qu'il y a eu un petit, comment dire,
Petit couac au sein du gouvernement entre Marlène Schiappa qui annonce que la PMA sera généralisée à toutes les femmes en 2018 et Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui dit pas du tout. Pas du tout. Voilà. À propos de couac gouvernemental, il y a aussi le glyphosate. Vous savez, cette question du glyphosate qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Le glyphosate, c'est le principal composant du Roundup. Vous savez, c'est un herbicide très puissant qui a été interdit suite à la loi biodiversité, les néonicotinoïdes, tout ça, à l'usage non agricole. Et donc, il est question de l'interdire à usage agricole. Mais apparemment, c'est pas si simple que ça. Et Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, serait allé un peu vite en besogne en annonçant que dès la fin qu'à compter de la fin du quinquennat, il n'y aurait plus de glyphosate dans l'agriculture française. Et le ministère de l'Agriculture a fait marcher en disant attends, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. L'herbicide le plus utilisé au monde, on peut pas s'en passer comme ça du jour au lendemain, c'est plus compliqué, tout ça. Voilà. Voilà. Une fois pour toutes, on dit Schiappa ou Schiappa? Bon, on dit Schiappa, Marlène Schiappa. J'ai toujours entendu parler de Marlène Schiappa, moi. Non? Ou je me trompe peut-être? Ou Schiappa? Schiappa? Mais non, Schiappa. Euh... À 30 000 personnes, c'est sûr que la police est contente. Oui. Acropolis à 15 h, il y a Macron qui fait un discours sur l'avenir de l'Union Européenne. Y a-t-il moyen de streamer ça après les QAG? Gultic, je te remercie de porter ça à notre attention. Oui, on a déjà réfléchi à ça au sein de l'équipe d'Acropolis. Vous savez que l'experte d'Acropolis en matière d'Union Européenne, enfin d'enjeux européens et de politique européenne, c'est Jennifer. Jennifer travaille à l'Assemblée nationale. Donc elle ne sera pas disponible aujourd'hui après les QAG pour commenter en différé ce discours de Macron. Effectivement, comme tu le dis, Emmanuel Macron fait un discours à la Sorbonne, à Paris, à l'université, sur l'avenir de l'Europe. Donc c'est probablement un discours qui répondra au discours qu'il a prononcé en Grèce récemment, à Athènes, sur le même sujet. Donc non, on ne le commentera pas aujourd'hui sur Acropolis, mais je suis en train de voir avec Jennifer s'il y a moyen de commenter ce discours d'Emmanuel Macron en différé dans les jours qui viennent. Voilà, sachant qu'il y a l'Europe qui est prévue demain, après-demain, je sais plus, regardez sur la programmation, vous verrez bien. Voilà, à voir avec Jennifer, mais je suis d'accord avec toi Gultic, je pense que ce serait intéressant de commenter ce discours du président de la République sur un sujet aussi important. Est-ce qu'on va voir le bouc de Valls? Oui, on va voir le bouc de Valls, je rappelle que Manuel Valls est député, donc on va le voir à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, est-ce qu'il est prévu de révéler pour qui Jennifer travaille ou pas? Genre jeudi soir. Ça honnêtement vous le demanderez à Jennifer. Vous le demanderez à Jennifer, c'est libre à elle. Et en fonction des relations qu'elle entretient avec son patron à l'Assemblée nationale de vous révéler pour qui elle travaille ou pas. Franchement, je sais pas. Voilà. Faut pas mélanger avec Schiaparelli, l'atterrisseur qui s'est craché sur Mars. Ah d'accord, merci Luluberlu. C'est vendredi l'émission sur l'Europe, merci beaucoup Caboche. Donc peut-être que vendredi, honnêtement j'en sais rien, on verra avec Jennifer. Mais peut-être qu'elle est disponible un soir, hein, si elle n'est pas trop crevée. Voilà. C'est le mardi les QAG maintenant. Bonjour à toi Paolo, les QAG ont toujours été le mardi et le mercredi. Sauf en période de session extraordinaire, comme cette semaine, où les questions d'actualité au gouvernement n'ont lieu qu'un seul jour sur les deux. Et là en l'occurrence c'est mardi. Donc demain il n'y a pas QAG, c'est ça que je veux dire. Mais oui, les QAG c'est le mardi et le mercredi en session ordinaire. N'empêche que les QAG m'avaient manqué, mais moi aussi les QAG m'avaient manqué. Ça y est, c'est la fin de la trêve hivernale, là on est parti dans un marathon de QAG toutes les semaines, tous les mardis et tous les mercredis, en direct sur Acropolis. Ça va être cool. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, les assistants parlementaires sont disponibles publiquement. Par ailleurs, tu as raison, à Zurich. Voilà. Donc je vous pose la traditionnelle question, si vous étiez député, vous qui nous regardez, vous qui êtes dans le chat, si vous étiez député et que vous aviez l'opportunité de poser une question au gouvernement, n'importe quel membre du gouvernement, vous pouvez poser une question, même au Premier ministre, sur un sujet d'actualité. Quel est le sujet que vous choisiriez aujourd'hui et comment est-ce que vous angleriez votre question? Voilà, dites-moi un petit peu dans le chat et on verra tout à l'heure si les députés sont raccord avec vos préoccupations du moment. Les discussions sur les amendements du PJL terroriste, ça reprend quand? Ça a commencé en commission, je crois que c'est en commission que ça a commencé, je crois que la lecture publique n'a pas encore commencé. Ça doit être dans l'après-midi là je pense, après. Ça doit être après les QAG, on reprend la séance normale. N'empêche que Val c'est beaucoup plus beau avec son bouc. Ah, il y a débat, la France est coupée en deux. Pourquoi les ordonnances sur la loi travail et pas sur les lois de transparence? Ouais, ok, ça peut être une question au gouvernement ça. Quelle réponse aux grèves d'aujourd'hui et demain? Tu as raison Jojo, il y a actuellement des grèves notamment de routiers. Les routiers, les transporteurs routiers qui donc font grève, bloquent des raffineries dans le nord, etc. pour se plaindre des ordonnances travail. Donc effectivement, c'est un sujet. Oui, le discours commenté en différé de la Sorbonne. Ok Valentine, c'est noté.
Pouvez-vous nous expliquer à quel point vos ordonnances sont magnifiques? Question Choupa. Parler des dégâts des Antilles avec Irma et les évolutions depuis la catastrophe. Parfaitement Antoine, tu as raison. Ça c'est une bonne question à poser au gouvernement. Qu'en est-il aux Antilles, à Saint-Martin, etc. Le président de la République s'était déplacé là-bas immédiatement après la catastrophe, c'était bien qu'il y aille. Mais maintenant, so what? Où est-ce qu'on en est? La reconstruction, les infrastructures, etc. Est-ce que le gouvernement peut faire un point à la représentation nationale sur ce sujet-là? C'est une bonne question. Enfin, je suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points sur vos questions, hein, évidemment, mais je trouve que c'est une bonne question. Et sinon, le Conseil constitutionnel compte-t-il finir de trancher les contentieux électoraux? Ça, c'est pas une question que tu poses au gouvernement, c'est de l'ordre du travail institutionnel du Conseil constitutionnel. Il est indépendant du gouvernement, donc là, le gouvernement ne pourrait pas répondre à cette question. C'est pas de son ressort, il pourrait rien dire. Croyez-vous sérieusement que la loi travail va vraiment profiter à la majorité? La majorité des gens, tu veux dire, des travailleurs? Oui, ça peut être une question que tu poses au gouvernement, mais bon, si tu la poses comme ça, la question, t'es sûr que le gouvernement va te faire une réponse à la con, du genre, mais oui, c'est merveilleux, mais bien sûr, c'est la modernité. Monsieur le ministre de l'Intérieur, comment peut-on sortir de l'état d'urgence après 23 mois? C'est une bonne question loustique et ce sera l'occasion du coup pour Gérard Collomb de préciser un petit peu ce qu'il entend mettre dans sa loi antiterroriste du mois prochain. Monsieur le secrétaire d'État au numérique, pourquoi Acropolis n'est toujours pas reconnu comme étant une entreprise d'intérêt général? C'est une excellente question à poser à Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique. Qu'est-ce que vous foutez pour soutenir les civic tech, notamment celles qui travaillent comme des chiens, comme des chiennes, pour rendre la politique plus accessible? On fait quoi avec la Corée du Nord? Effectivement, ça peut être une question à poser à Jean-Yves Le Drian. Quelle est la position de la France vis-à-vis du conflit, vis-à-vis du sujet nord-coréen? Question sur l'AAH, les modalités de l'augmentation prévue. L'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé, AAH, allocation adulte handicapé, qu'Emmanuel Macron a annoncé vouloir revaloriser, donc augmenter, ça veut dire. Effectivement, tu as raison, Tibbs, c'est une bonne question. Dans quel mode, enfin voilà, sous quelles conditions et dans quel calendrier? C'est une bonne question à poser au gouvernement. Est-ce que l'État était au courant des versements de 20 000 € par mois de l'État islamique à Lafarge? Ouais, ça c'est une bonne question à poser aussi. Vous savez que Lafarge est mis en cause dans une question de maintien de ses activités en Syrie ou en Irak, surtout en Irak je crois, pendant que l'État islamique était là. Donc Lafarge aurait versé de l'argent à des ennemis de la France, comme difficile à faire avaler, d'autant qu'apparemment il y a des hauts gradés de Lafarge qui ont reconnu ça publiquement, devant les enquêteurs. Il y a peut-être Muriel Pénicaud aussi, la question Muriel Pénicaud qui peut arriver à l'Assemblée nationale sur la question de ce voyage là organisé par Macron. Comment s'appelle cette histoire là, l'espèce de scandale sur Pénicaud? Je sais plus. Lafarge, David Lafarge Pokémon, oui tout à fait bien. Putain. Question sur le référendum au Kurdistan irakien, peut-être. Tu as raison, Kabosh, ça peut être une bonne question à poser, ça aussi à Jean-Yves Le Drian. Quelle est la position de la France vis-à-vis du référendum au Kurdistan irakien? La réaction du gouvernement avec les élections allemandes et Merkel affaiblie pour le futur de l'Union Européenne pour la refondation? Ouais, Antoine, t'as raison. Ça aussi, c'est une bonne question. Quelle lecture a le gouvernement des élections allemandes, même si c'est compliqué de... Voilà, il n'y a pas vraiment de ressort ni législatif ni réglementaire dans cette question-là, mais voilà. Politiquement, il y a des choses. Quelles sont les conclusions tirées par En Marche de l'élection d'Angela Merkel et de l'arrivée de l'extrême droite au Bundestag? Pourquoi pas devenir une dictature? Ça peut être une question que tu peux poser au gouvernement, mais en général, les députés, ils sont un peu... C'est pas trop leur truc, la dictature. Ils sont eux-mêmes députés, donc tu vois. Le Lafarge du béton. Oui, on parle bien du Lafarge du béton, Xan. Le bétonnier, comment on dit? Le bétonneur, bref, Lafarge. L'entreprise Lafarge, l'entreprise française. Une petite question sur les sénatoriales. Non, là j'ai du mal à imaginer les députés poser une question sur le gouvernement sur sa lecture des élections sénatoriales, encore que... Business France, oui c'est Business France, merci Sylvain. Jupiter va-t-il descendre de l'Olympe? Las Vegas, Macron, Business France, Havas, Pénicaud, etc. Merci à Zurich, c'est bon, il y a tous les mots-clés. Camolox. Position sur la Catalogne, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Monsieur le Premier ministre, après la victoire de la droite républicaine au Sénat, le président de la République va-t-il passer par le Congrès ou par voie référendaire? Oui Théo, tu fais référence à la volonté d'Emmanuel Macron de réformer la Constitution. Vous savez que pour réformer la Constitution, il est nécessaire de passer soit par un vote des 3/5 du Congrès, soit par un référendum. Or, pour avoir la majorité des 3/5 du Congrès, il faut peser lourd à l'Assemblée nationale et au Sénat, et la République en marche ne pèse pas suffisamment lourd au Sénat. Donc la question de Théo est bonne. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous passer par un référendum pour réformer la Constitution? Chers amis, on va se mettre un générique dans les oreilles et on va se retrouver immédiatement en direct de l'Assemblée nationale où apparemment ça commence à bruisser légèrement. Donc tout de suite générique et à tout de suite.
Voilà ce magnifique générique composé avec brio par Théo. Théo qui est dans le chat et que je remercie à nouveau. Merci beaucoup pour ce générique. On est donc en direct de l'Assemblée nationale. On attend que l'image nous parvienne. Ça devrait arriver d'ici 4 minutes, un truc comme ça à peu près. Oui, normalement c'est à 15 h que ça commence. Et en général, l'Assemblée nationale est assez ponctuelle. Je rappelle pour celles et ceux d'entre vous qui débarquent ou qui sont là pour la première fois que les questions d'actualité au gouvernement, ça a lieu 2 fois par semaine, le mardi et le mercredi. Sauf cette semaine, c'est que le mardi pour des raisons exceptionnelles. Et ça consiste à ce que vos députés, vos représentants élus, les députés, posent des questions au gouvernement en lien avec l'actualité. 15 députés sont choisis au prorata de l'équilibre politique de chacun des groupes pour poser des questions au gouvernement. Je rappelle que c'est une des missions des députés que de contrôler l'action du gouvernement, et les questions d'actualité au gouvernement font partie des méthodes de contrôle de l'action du gouvernement. En gros, les députés demandent au gouvernement: qu'est-ce que vous branlez, monsieur le ministre? Qu'est-ce que vous foutez? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand est-ce qu'on en saura plus? Voilà, c'est ce genre de questions-là qu'on a et qu'on entendra tout à l'heure. Voilà. Comment s'appliqueront les ordonnances pour les employés victimes de harcèlement sexuel qui usent de la rupture par prise d'acte, procédure incluse dans le plafonnement au prud'homme? Oula, c'est technique comme question ça, mais c'est intéressant, oui, c'est une question qu'on peut poser, oui, effectivement, la ministre du Travail qui pourra répondre. Voilà. Pour le référendum, faut-il un taux de participation minimum? Non, la réponse est non, Antoine. En France, il n'y a pas de quorum référendaire. L'exactitude et la politesse des rois. Non, c'est pas l'exactitude, la politesse des rois, c'est la ponctualité, la politesse des rois. Et pareil, les rois à l'Assemblée nationale, c'est pas... L'Assemblée nationale est plutôt du genre à couper les têtes des rois, en général. Enfin, sauf Jupiter, du coup. C'est pas le bon générique, les gars, y a pas le logo d'Acropolis à la fin. Ah bon? On s'est planté? Merde. Bah, en fait, on a plein de versions. Mais comme on est en train de revoir les overlays, c'est un peu le bordel dans les fichiers actuellement, je t'avoue. C'est Tom qui s'occupe de ça. Et je vous avoue qu'il doit bien s'arracher les cheveux, le pauvre. Avec ce générique, je peux pas m'empêcher de danser tout seul chez moi. Mais t'inquiète, moi j'ai toujours dansé sur ce générique, y a pas de problème. Est-ce que ça fait du bien de l'entendre? Ah, que ça fait du bien de l'entendre de nouveau ce générique. Ouais, je suis d'accord avec toi, Valentine. Je sais pas, je suis ni roi ni ponctuel. Un taux minimum de participation pour les référendums et leur validation? Non, la réponse est non, il n'y a pas de taux minimum de participation pour les référendums et leur validation. Voilà. Il faut juste réunir la majorité des suffrages exprimés et non pas la majorité des inscrits ou je ne sais quoi. On n'est plus au début de la 3ème République, il n'y a plus de royalistes à l'Assemblée nationale. C'est vrai, il n'y a plus de royalistes à l'Assemblée nationale. Par contre, l'Assemblée nationale ne renvoie pas ses overlays. Ah mais non, ça jamais ça. Non mais je pense qu'éternellement, hein, je pense qu'en 2150, l'Assemblée nationale sera toujours avec des overlays des années 1980. On a toujours ce jaune et ce bleu dégueulasse. Ça restera un mystère. Dernière révision de la Constitution par référendum était en 2000 avec le quinquennat. Ouais, t'as raison. Par référendum, c'était en 2000 avec le quinquennat. Et il y a eu 2005, le traité constitutionnel européen qui s'est vu opposer un non de la part des Français. C'était une tentative de révision constitutionnelle. Et les révisions constitutionnelles suivantes n'ont pas fait l'objet de référendum. Il s'est agi de la révision constitutionnelle de 2009 de Nicolas Sarkozy, qui est passée par le Congrès, et de la révision constitutionnelle... Ah ben non, la révision constitutionnelle de Hollande, elle n'a pas eu lieu, finalement. Il s'est cassé les dents, ça n'a pas marché, il n'a pas trouvé une majorité. Vous vous souvenez, il a des chances de nationalité, des trucs comme ça. Voilà. Finalement, il n'y a pas eu de majo pour ce truc-là. Question sur l'OPA de Siemens sur Alstom. Ok. Oui, effectivement, t'as raison, ce sera peut-être une question là-dessus. C'est quoi un overlay, Xan? C'est l'agencement de l'image que tu es en train de regarder. C'est ça qu'on appelle un overlay. Où est-ce qu'on me met moi, où est-ce qu'on met l'écran, où est-ce qu'on met le chat, où est-ce qu'on met les informations, etc. C'est ça qu'on appelle un overlay. Monsieur le Premier ministre, connaissez-vous l'UPR? Voilà une question qu'elle est bonne. Voilà, vous voyez les députés qui sont en train de s'asseoir. Monsieur le Président a été annoncé par un huissier, le président de l'Assemblée nationale François de Rugy, qui monte au perchoir, comme on surnomme son petit bureau. Il va s'y installer pour présider la séance. La séance est ouverte.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Jacob. Christian Jacob, premier député à prendre la parole, c'est un président de groupe, il est président du groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, dimanche, vos marcheurs sont restés aux marches du Sénat. Sénat fermé à double tour. Ah, c'est pas mal, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut reconnaître que la formule est bonne. En colère. Les quelques-uns de vos amis qui ont gagné, en règle générale, étaient des transfuges. C'est un mot qui vous dit quelque chose, Monsieur le Premier ministre. Alors pourquoi est-ce que Christian Jacob traite le Premier ministre de transfuge? Parce que le Premier ministre que vous voyez ici à l'image, Édouard Philippe, est un ancien républicain, un ancien Les Républicains, donc il est un transfuge selon Christian Jacob. Une vraie entreprise de recentralisation des pouvoirs à Paris contre les territoires. Vous avez annoncé une baisse des dotations, une diminution brutale des contrats aidés, l'abandon des grands projets d'infrastructure. La baisse des dotations, c'est la baisse des dotations aux collectivités locales. Vous savez, les enveloppes d'argent que chaque année l'État donne aux collectivités locales pour leur permettre de fonctionner. On parle beaucoup plus des métropoles que de la ruralité. Et le président de la République qui nous annonce qu'il y a trop d'élus locaux et qu'il faut en supprimer. Viendrait-il à l'idée de quelqu'un de supprimer des bénévoles dans les associations? Je ne pense pas. Quand il fait référence aux bénévoles, Christian Jacob fait référence aux élus locaux des toutes petites collectivités locales qui effectivement sont bien souvent des bénévoles, les conseillers municipaux dans les petits villages, etc. Par leur engagement et par leur bénévolat. S'il y a un plan caché de suppression des communes, Monsieur le Premier ministre, comme le laissent entendre vos préfets récemment nommés, dites-le clairement, assumez-le. Christian Jacob qui laisse sous-entendre qu'il y aurait une rumeur comme quoi le gouvernement voudrait supprimer des communes. Avez-vous, oui ou non, entendu l'immense incompréhension et surtout la grande colère qui s'est exprimée dimanche? Merci. Voilà, Christian Jacob, président du groupe Les Républicains, qui interroge le Premier ministre sur sa lecture politique des élections sénatoriales où effectivement En Marche n'a pas réussi à faire une percée suffisamment significative. Mesdames et messieurs les députés. Et comme c'est la tradition à l'Assemblée nationale, quand c'est un président de groupe qui pose une question au Premier ministre, c'est toujours le Premier ministre qui répond en personne. Et donc Édouard Philippe qui vient d'envoyer une punchline dans la tronche de Christian Jacob pour commencer, pour le mettre bien à l'aise. Sur les sénatoriales. Je voudrais, avant de vous répondre, d'abord féliciter l'ensemble de ceux qui, dimanche soir, ont été élus dans cette assemblée importante pour la République française. Quel que soit, bien entendu, Monsieur le Président, mais je suis sûr que même si ça n'était pas dit dans votre question, c'était dans le sous-texte de votre question, quelle que soit leur couleur politique, ils représentent les collectivités. Quoi qu'il arrive, ils doivent être salués. Et permettez-moi d'associer à ce salut républicain ceux qui se sont présentés aux élections et qui n'ont pas gagné. Ça nous est tous arrivé. Je sais pas à qui il fait référence en disant il y en a qui perdent des élections, les gars. Hashtag Nicolas Sarkozy, je sais pas. Et je veux les saluer, bien entendu. Vous évoquez les résultats des sénatoriales. Vous connaissez le système institutionnel mieux que quiconque, Monsieur le Président. Vous savez que les élections sénatoriales de 2017 sont le résultat d'un corps électoral élu en 2014, 2015 et 2016. Ça, c'est pas complètement faux. Comme moi, Christian Jacob, Édouard Philippe, qui fait référence au fait que comme c'est une élection indirecte, les élections sénatoriales, les gens qui ont voté pour les sénateurs dimanche dernier sont des gens qui ont été élus avant qu'En Marche existe. Donc c'est pas complètement absurde que les gens aient pas voté En Marche. Plutôt les vieux partis, quoi. Il se trouve que manifestement sur vos rangs on a du mal à écouter, mais il se trouve, Monsieur le Président, que les résultats des élections de 2014, Édouard Philippe qui se fait tancer par des députés de l'opposition ceux qu'ils ont été, et qui attend le silence. Il était assez prévisible et ceux qui, comme vous, connaissent parfaitement le système institutionnel, voyaient assez bien que les résultats donneraient à l'évidence un renforcement du parti Les Républicains et du parti centriste au Sénat. Prenons-en acte. S'il vous plaît, mes chers collègues. Est-ce que c'est une obligation pour le Premier ministre de répondre au président de groupe? Oui, c'est une tradition républicaine, oui. Il n'y a, entre nous, aucune surprise. Je suis plus surpris, Monsieur le Président Jacob, lorsque vous critiquez avec clarté et véhémence
l'idée selon laquelle cette majorité pourrait proposer des économies et une baisse des dépenses publiques, non pas en valeur absolue, mais une baisse des dépenses publiques de 13 milliards pour les collectivités territoriales. Pendant la campagne présidentielle, vous en proposiez 20. Paf, ça c'est pour ta tronche. Christian Jacob, donc, qui se fait allumer par Édouard Philippe, qui lui fait remarquer qu'aujourd'hui vous me reprochez de vouloir faire des économies, mais quand vous étiez candidat à la présidentielle, à savoir avec François Fillon, la proposition était bien plus importante d'économies. Et vous entendez la majorité En Marche qui applaudit cette saillie de la part du Premier ministre. Ça, faut reconnaître que c'est un argument qui fait mouche. Notre approche vis-à-vis des collectivités territoriales, c'est une approche fondée... Mon approche, celle du gouvernement vis-à-vis des collectivités territoriales, elle est tout entière contenue dans ce que nous avons indiqué. D'abord, une relation de confiance, la liberté laissée aux collectivités territoriales de revenir à la semaine de 8 demi-journées ou de rester à la semaine de 9 demi-journées s'agissant de la rentrée scolaire. Alors, c'est pas 8 ou 9 demi... Ah, si, effectivement. Et j'y étais attaché. La nécessité d'entendre les communes dans l'organisation des rythmes scolaires, nous l'avons autorisé. Édouard Philippe qui se vante d'avoir rendu la liberté entre guillemets aux collectivités locales de réduire le nombre de demi-journées de cours pour les enfants dans les écoles. À l'occasion de la présentation de la loi de finances 2018, nous ne baisserons pas les dotations aux collectivités territoriales, Monsieur Jacob. Nous ne baisserons pas les dotations aux collectivités. Nous ne baisserons pas les dotations aux collectivités territoriales. Ça, c'est une phrase qu'il va falloir qu'on retienne parce qu'on vérifiera. À mon avis. Nous ne les baisserons pas. À mon avis, ça va baisser sa mère. Mais ça, on verra dans les projets de loi de finances avec les plus importantes des prochaines années. Collectivités territoriales, celles qui, tout ensemble, représentent environ 70% de la dépense publique locale, pour organiser cette maîtrise, cette évolution de la dépense publique maîtrisée, que vous appelez de vos voeux autant que nous, et que vous feriez mieux, me semble-t-il, d'assumer. À la fin de la fin, et puisque je suis déjà un peu long, je voudrais vous dire, Monsieur le Président Jacob, qu'il y a des formations politiques qui ont plus de sénateurs qu'elles n'ont de députés, et il faut le respecter. Et puis il y a des formations politiques qui ont plus de députés que de sénateurs, et je préfère être dans cette catégorie, et je pense que vous aussi, vous préférez être dans cette catégorie. La lecture politique d'Édouard Philippe qui est assez fin, effectivement, et qui fait remarquer que la République En Marche est largement majoritaire à l'Assemblée nationale. Effectivement, elle n'a pas beaucoup de sénateurs, mais c'est une manière de lui pour dire, écoutez, entre avoir plus de députés ou plus de sénateurs, je préfère avoir plus de députés, puisque je le rappelle que l'Assemblée nationale a le dernier mot en cas de conflit avec le Sénat. Donc en gros, oui, vous avez gagné les élections sénatoriales, mais j'ai envie de te dire, mon gars, ce qui compte, c'est l'Assemblée nationale. Question que vous avez vous-même posée. La parole est à Monsieur. Et François Drugy qui rappelle à l'ordre les opposants au gouvernement, leur demandant de garder un petit peu de calme pendant les réponses. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Laurent à la veille de Saint-Martin. la présentation du premier projet de loi de finances de notre mandat, nous mesurons, nous députés de la majorité, l'importance historique de cette période qui s'ouvre et la responsabilité qui est la nôtre. Élus avec la mission de transformer en profondeur notre pays, après plusieurs décennies d'impasse, le changement doit être engagé au plus tôt en mobilisant toutes les énergies. Hier, Monsieur le Premier ministre, suite aux travaux menés par Jean Pisani-Ferry et aux côtés de plusieurs ministres, vous avez présenté un nouveau pilier central de notre stratégie. Je parle du grand plan d'investissement. Alors Jean Pisani-Ferry, c'est un économiste, si je ne dis pas de conneries, qui a travaillé et qui a rendu hier un rapport sur un grand plan d'investissement pour le gouvernement, et il a été présenté hier. Qui se nourrissent mutuellement. Et donc ce plan d'investissement a été annoncé hier, puisque demain, mercredi, c'est le jour où en Conseil des ministres sera adopté, si je ne dis pas de conneries, le projet de loi de finances pour l'année prochaine. Donc c'est là qu'on saura exactement à quoi s'en tenir pour l'année prochaine en termes d'impôts, en termes d'économie, etc. Et qui alimentera un choc d'investissement vers notre tissu productif national. L'État devra montrer en quelque sorte l'exemple. En prenant nos responsabilités, en assumant des choix forts pour permettre à notre pays de réussir sa transition écologique, numérique et sociale, nous entendons montrer que le déclassement et le repli que nous promettent certaines forces politiques dans cet hémicycle ne sont pas une fatalité. Ma question est donc la suivante. Monsieur le Premier ministre,
Pouvez-vous nous préciser quelles seront les grandes priorités de ce plan d'investissement? Et Voilà, pouvez-vous bon, une nous question assez préciser classique, mais c'est comment intéressant il que ce va soit Laurent s'inscrire dans la Saint-Martin qui la pose, stratégie puisque de Laurent Saint-Martin, transformation sur laquelle alors qu'on voit Manuel nous Valls sommes avec son book, et sur Laurent laquelle une Saint-Martin, majorité il est pense nous attend. République En Marche, mais surtout il est vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, donc il connaît le budget évidemment sur le bout des doigts, et il pose une question au Premier ministre pour lui demander de bien vouloir préciser les grandes priorités du budget pour l'année 2018. Et nous allons investir massivement. Pourquoi? Parce que si nous voulons accompagner, c'est-à-dire équilibrer et rendre efficace le grand mouvement de transformation que nous avons engagé, nous devons à la fois, pour ne pas dire en même temps, à la fois transformer le droit applicable, libérer en transformant la fiscalité un certain nombre de capacités de dépenses et d'investissement. Ça veut dire faire baisser des impôts. Investir et investir avec de l'argent public massivement. C'est indispensable et c'est d'autant plus indispensable que nous savons tous ici qu'au fur et à mesure des années qui ont passé, au fur et à mesure de l'effet d'éviction des dépenses d'investissement vers les dépenses de fonctionnement, nous avons perdu, l'État a perdu, les collectivités territoriales ont conservé, mais l'État a perdu, conservé à grand-peine parfois, mais l'État a perdu sa capacité d'investissement public. Nous devons préserver cette capacité. C'est vrai qu'une grande partie de l'investissement public est fait par les collectivités locales en France. Les objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc Les priorités pardon, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Édouard Philippe qui plaide pour que l'État retrouve ses marges d'investissement. La première dans l'ordre, et peut-être dans l'ordre d'importance si l'on considère que l'investissement sert à préparer l'avenir, c'est de favoriser et d'accompagner la transition écologique, la transition énergétique. C'est faire en sorte de mettre en place les instruments et les financements qui permettront d'améliorer et d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments, de transformer la façon dont nous utilisons les transports et la façon dont ils sont organisés. Est-ce que c'est déjà arrivé que lorsqu'un député est désigné pour une question, il change de question à la dernière minute? Oui, bien sûr, d'ailleurs, les députés sont libres de poser la question qu'ils veulent, après c'est les groupes qui se coordonnent entre eux. Important à mes yeux, c'est celui de la question des compétences, de la formation. Donc en gros, vous entendez le Premier ministre qui est en train de présenter les grands plans, le grand plan d'investissement avec ses principales priorités. La première priorité de l'investissement de l'État, c'est la transition écologique et énergétique, la rénovation des bâtiments, tout ça. La deuxième, c'est la formation. Une arme de destruction contre le chômage, une arme de destruction massive même contre le chômage. Nous allons donc développer les formations, développer les compétences et investir massivement dans cette formation et dans cette compétence, en indiquant que, pour ce faire, nous sortons de la logique comptable de l'investissement pour bien nous placer dans une logique économique de l'investissement, parce que les dépenses de formation sont de toute évidence des dépenses d'investissement. Troisième priorité, la recherche et l'innovation. C'est indispensable. C'est quoi ce que vous appelez collectivités locales en France? Les communes, les conseils généraux, les conseils départementaux et les communautés de communes, communautés d'agglo, etc. C'est ça les collectivités locales. Nous devons faire en sorte que notre pays soit préparé à la transition numérique. C'est évident de la part de nos services publics, c'est un outil extraordinaire de transformation de l'action publique, mais nous devons toujours penser à la transformation numérique. Et donc la troisième priorité, c'est la transformation numérique. La fibre optique, les mecs, qui va arriver fidèle et lag sur CSGO. Mais c'est la priorité du gouvernement. En une opportunité, mais il y a parmi la population française des Françaises, des Français qui seront toujours plus loin de l'instrument numérique et qui auront besoin d'être accompagnés dans la découverte de cet instrument et qui ne peuvent pas être oubliés. C'est aussi à cela que servira l'argent du grand plan d'investissement. Au total, ce seront 57 milliards d'euros qui seront sanctuarisés en matière d'investissement public sur la durée du quinquennat. Je précise qu'en termes de localisation, nous souhaitons que 10 milliards parmi ces 57 soient dirigés vers les collectivités territoriales et qu'1 milliard de ces 57 milliards soit dépensé dans les territoires d'outre-mer. C'est un engagement pris par le président de la République. Nous le tiendrons. Dernier point. 57 milliards d'euros d'investissement pour ces trois priorités. La transformation de notre modèle agricole, elle exige là encore des dépenses d'investissement pour être accompagnée. Nous ne préciserons les domaines d'investissement qu'à l'issue des États généraux de l'alimentation. Il n'y aurait pas de sens à organiser cet exercice collectif de réflexion et à décider, avant que cet exercice collectif de réflexion soit abouti, de quels devraient être les objets à financer dans ce plan d'investissement.
Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le député. Derrière cette question du grand plan, il y a un défi collectif adressé à la nation. La langue de bois. C'est notre capacité Ou la à langue de bois, préparer là, l'avenir. en l'occurrence. Et soyons clairs, sans investissement public, sans sanctuarisation de l'investissement public, sans concentration de l'investissement public sur des priorités qui sont clairement assumées, nous ne préparerons pas correctement l'avenir. C'est notre objectif. Je vous remercie. Voilà, 57 milliards d'euros Merci, que le gouvernement monsieur souhaite le Premier consacrer ministre. La parole à la formation est maintenant professionnelle, à la Madame transition la écologique, ministre. au numérique et à la transformation de notre modèle Ma question agricole. s'adresse au Premier ministre. Question suivante. Monsieur le Premier ministre, la semaine prochaine, l'Union européenne doit renouveler ou non l'autorisation de l'utilisation du glyphosate. Voilà, on va parler du Rapport glyphosate la et c'est nocivité Lise du Magnier, glyphosate la pour la députée, santé les constructifs, donc c'est, vous savez, les républicains qui sont du côté du gouvernement. Sécurité sanitaire françaises et européennes qui ont même émis un avis favorable à la poursuite de son utilisation. Et non, nos agriculteurs français ne sont pas des pollueurs de sol. Ce sont avant tout des gens passionnés qui se consacrent à nourrir le monde. Et vous avez pu le constater, je l'espère, le 1er septembre dernier, lors de la foire exposition de Châlons-en-Champagne. Vous le savez, aujourd'hui, aucune solution n'a été trouvée pour remplacer et interdire l'utilisation du glyphosate, qui aurait pour conséquence une perte de 976 millions d'euros par an pour notre agriculture. En effet, l'agriculture représente un secteur économique à part entière. Dans la Marne, mon département, elle participe à l'alimentation de 10 millions de personnes et en emploie plus de 108 000. Lise Magnier, elle vient de Châlons-en-Champagne, dans la Marne. C'est une députée. C'est intéressant parce que c'était l'assistante parlementaire d'un député avant qui s'appelait Benoît Apparu. Benoît Apparu n'a pas été réélu, mais c'est elle qui a été élue à sa place. Donc comme quoi, quand tu es assistant parlementaire, tu peux devenir député après. Rien n'est perdu. Valentine, tu peux le faire. À force de rajouter normes et Non, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Lise Magnier, elle est en train d'attirer l'attention du gouvernement sur un sujet dont vous avez très probablement entendu parler récemment, puisqu'il y a eu un gros couac gouvernemental autour de l'interdiction du glyphosate. Le glyphosate, c'est un herbicide très puissant de sécurité sanitaire. et qui pose beaucoup de questions. Vous savez, le Roundup, etc., vous en avez probablement déjà entendu parler. Et donc ça pose plein de questions, puisque notamment Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, a annoncé l'interdiction à terme du glyphosate, alors qu'apparemment c'est pas si simple que ça. Donc là, le gouvernement est invité par Lise Magnier à clarifier sa position. La production de notre alimentation sur nos territoires, ou le choix de céder à des postures dogmatiques mettant en péril notre indépendance alimentaire. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Ah, c'est le Premier ministre en personne qui veut mettre tout le monde au clair sur cette question. Monsieur le Président, Décidément, on est gâté aujourd'hui, le Premier ministre répond à toutes les questions, c'est cool. Qu'est-ce que c'est le glyphosate? C'est un principe actif qui entre dans la composition de 178 produits autorisés en France. C'est avec le soufre la substance phytopharmaceutique la plus utilisée en France. Phytopharmaceutique, ça veut dire pour les plantes, pour les médicaments, pour des trucs comme ça. Oscille entre 7 000 et 9 000 tonnes. C'est plus de 30% du total des herbicides. Ah oui, d'accord. Il n'existe pas Ça aujourd'hui- paraît compliqué d'interdire 30% des herbicides à horizon 5 ans, tu vois. Arrêter brutalement l'utilisation de ce produit, dont l'agriculture est assez largement dépendante, est donc évidemment difficile. La Commission a proposé de réautoriser le glyphosate pour une durée de 10 ans. La Commission européenne. C'est une durée qui est trop longue et compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la nature de ce produit, nous avons indiqué clairement, le président de la République dans un premier temps, le gouvernement ensuite, que nous ne voterions pas la proposition de la Commission d'autoriser pour 10 ans. Donc la France, au Conseil des ministres de l'Union européenne, ne sera pas d'accord pour la réautorisation pour 10 ans du glyphosate proposé par la Commission européenne. Comme vous le savez d'ailleurs, ça c'est une information importante. l'utilisation du glyphosate par les collectivités dans l'espace public est interdite à compter du 1er janvier 2017. Comment les ministres Et pour signalent les qu'ils vont particuliers, répondre un bouton ou un autre Non, Antoine, c'est le ministre chargé des relations avec le gouvernement, Christophe Castaner, qui s'occupe de ça. Pour les autres usages, et évidemment, Évidemment, c'est important parce que ce que vient d'expliquer le Premier ministre, c'est que le glyphosate peut être utilisé soit à un usage agricole, soit à un usage non agricole. Et en l'occurrence, l'usage non agricole du Roundup est interdit. Les néonicotinoïdes sont interdits depuis la loi biodiversité, et notamment grâce au sénateur Joël Labbé. On en avait déjà parlé 1000 fois et on l'avait reçu en plateau sur Acropolis. une stratégie de sortie du glyphosate. Avant la fin de l'année, pourquoi? Parce que nous voulons
d'abord tenir compte de ce qu'auront dit les États généraux de l'alimentation, des avis différents, des analyses différentes, et parce que nous voulons prendre en compte l'état de la recherche et des alternatives éventuellement disponibles pour les agriculteurs. Delphine Batteau, Le ancienne gouvernement ministre de arrêtera- l'écologie, qui écoute la question du glyphosate. Arrêtera sa position lorsque la stratégie aura été présentée par les deux ministres. Nous allons la confronter, et vous le comprenez bien les raisons, nous allons la confronter avec la position des autres États membres. Et effectivement, Julie, comme tu le dis, le risque, si on interdit le Et glyphosate avec trop une rapidement, position qui on aura risque été de se retrouver avec bien définitivement pire. adoptée par la Commission. Donc Parce effectivement, que il faut ce trouver qu'elle a d'autres dit solutions que le Ce glyphosate. qu'elle a décidé compte évidemment. Nous allons organiser une transition qui est à la fois progressive et irréversible. Le travail qui s'est engagé au sein des États généraux de l'alimentation doit nous permettre de voir comment est-ce que nous accélérons la recherche pour trouver des produits de substitution. C'est indispensable. Si on veut donner des perspectives claires aux agriculteurs, il faut que la recherche avance. Pour que la recherche avance, il faut qu'il y ait des objectifs qui soient fixés et une visibilité qui soit donnée. Deuxième sujet, nous allons voir comment est-ce qu'on peut adapter les pratiques agricoles là où c'est possible. Et peut-être que ce ne sera pas possible partout, mais il y a des endroits où c'est possible et où nous voulons les adapter. Je voudrais réaffirmer très clairement notre engagement. Le glyphosate est-il si mauvais? En tout cas, apparemment, il y a une incertitude quant à son action concrète sur la santé. Dangereuse et vers une agriculture qui sera moins dépendante aux pesticides. Nous sommes engagés, résolument engagés dans cette voie et nous serons extrêmement attentifs lorsqu'il s'agit de santé, d'environnement et de capacité pour les agriculteurs à vivre de leur activité. Ce que je suis en train de décrire, et je remercie la représentation nationale d'être attentive à cette partie, ce que nous sommes en train de décrire, Édouard Philippe qu'en a marre que les, les députés de droite l'empêchent de parler. qui cherche l'équilibre entre des préoccupations évidentes en matière de santé et une visibilité à donner aux agriculteurs pour qu'ils adaptent dans le temps leur mode de production. Ça ne semble pas vous intéresser. Je pense que vous avez tort, c'est un sujet central. Voilà, Édouard Philippe qui a mis tout le monde d'accord sur cette question de l'interdiction du glyphosate. Le gouvernement va essayer d'adapter le truc, mais c'est compliqué, on sent que c'est compliqué. Mais en tout cas, l'information, c'est que la France votera contre mon collègue Max la réautorisation du glyphosate pour 10 ans. Les Antilles ont été meurtries coup sur coup par Irma, José et Maria, des ouragans dévastateurs. Mes chers collègues, les dégâts sont immenses et nécessiteront du temps pour permettre à nos territoires de renaître. Si je tiens en premier lieu à saluer l'action immédiate des pouvoirs publics et du gouvernement, et plus particulièrement de Madame Annick Girardin, je ne peux masquer ma profonde incompréhension à la lecture du décret pris dans la nuit de samedi à dimanche par le gouvernement. Ah bon? Mes chers collègues, alors que l'ensemble de l'archipel guadeloupéen a été meurtri et des dizaines de milliers de familles privées d'électricité et d'eau, des Saintes au nord de Grande-Terre. Ce décret doit assurer une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et ainsi faciliter l'indemnisation des victimes. Or, dans sa rédaction restrictive actuelle, il procède à une distinction injustifiée entre nos îles et nos communes. Toutes n'ont pas été reconnues au titre des dommages causés par les vents cycloniques. Il suffit de constater le nombre de toitures. La députée Justine Bénin, qui est une députée d'hiver gauche de Guadeloupe, vous l'aurez compris, qui attire l'attention du gouvernement sur les cyclones, sur le terrible cyclone qui se sont abattus sur les Caraïbes et dont la Guadeloupe a été également frappée. Et apparemment, elle n'a l'air pas contente du tout, puisqu'il y a un décret du gouvernement qui doit placer un certain nombre de zones en état de catastrophe naturelle, notamment pour permettre de débloquer des crédits, pour des assurances, pour tout un tas de raisons, etc. Et apparemment, elle n'est pas contente, puisque le décret, dans sa rédaction, fait une distinction entre les communes, etc. En gros, voilà, elle aurait préféré que plus de territoires, plus de communes soient reconnus en état de catastrophe naturelle. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et c'est Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ça fait partie de sa responsabilité, les catastrophes naturelles, donc c'est lui qui va répondre sur cette question. Madame la députée Justine Bénin, après Irma et José, les Antilles ont connu avec le passage de l'ouragan Maria
un enchaînement cyclonique sans précédent qui a touché, dans le dernier épisode, fortement la Guadeloupe, laissant derrière lui des dégâts considérables. Vous me permettrez d'avoir d'abord une pensée pour les victimes, pour toutes celles et tous ceux qui ont souffert de ces cyclones, d'avoir aussi un remerciement pour toutes les forces qui se sont profondément engagées. Vous l'avez dit, Madame la députée, le gouvernement a demandé la réunion en urgence de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle selon une procédure accélérée. Ont été reconnus en état de catastrophe naturelle dès dimanche 24 septembre les îles du Nord, l'ensemble de la Guadeloupe, les communes du centre et du nord de la Martinique. Certaines l'ont été avec des distinctions en fonction de la nature précise des impacts, vents cycloniques, inondations, coulées de boue, submersion. Bon, pour l'instant, le ministre de l'Intérieur qui décrit les dégâts qu'ont subis les territoires d'outre-mer dans les Caraïbes. Obéit. Mais nous avons bien compris votre question. Et donc, après la distinction, en fonction de ce que nous avons constaté, nous allons aller plus dans le détail, de manière à avoir une estimation précise de ce que les effets Venturi ont pu réaliser, et la liste des communes va être révisée. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant Apparemment, Madame le Hélène gouvernement Vainqueur qui Christophe. tend la main et qui accepte de réviser la liste des communes concernées par ce décret et donc par le classement en catastrophe naturelle. Allez, on change de député avec Hélène Vainqueur Christophe. Va dans le même sens que ma collègue Justine Bénin, ce qui montre bien que sans concertation, pour nous, cet arrêté de catastrophe naturelle cause véritablement problème. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les ouragans José, Irma et Maria sont passés sur nos terres. Nos îles sont meurtries, voire ravagées. Au nom de mes collègues du groupe Nouvelle Gauche, j'exprime ma solidarité à tous ceux victimes ou traumatisés, français et caribéens, qui souffrent des effets dévastateurs de ces phénomènes d'une ampleur inédite. Je remercie par ailleurs la ministre des Outre-mer d'avoir été dépêchée très tôt sur place et qui nous a accompagnés au cours de ce drame. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a publié l'arrêté de catastrophe naturelle suite au passage de Maria. Avec lui, la peur et la tristesse ont laissé place à la stupéfaction et l'incompréhension. Nouvelle Gauche CPS, oui, bien sûr. Hélène Vainqueur Christophe est une députée guadeloupéenne, vous l'aurez compris, qui siège au sein du groupe Nouvelle Gauche qui représente les anciens socialistes. Je ne suis ni météorologue ni experte en assurance, mais j'entends les Guadeloupéens et j'ai pu constater la dévastation. De vécu de Guadeloupéenne, je peux vous dire que le vent n'a jamais autant soufflé sur mon territoire à une vitesse bien supérieure. Hélène Vainqueur Christophe, elle est pharmacienne de profession. Caractérisant les vents cycloniques. Comment d'ailleurs croire que l'œil d'un ouragan de catégorie 5, passant à moins de 40 km des côtes, ne s'accompagne pas de vents cycloniques? Que dites-vous aux Guadeloupéens qui ont perdu leur toiture? 108 sur la seule ville de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est la ville dont elle était maire de 2008 à 2017. Ah bah elle vient de démissionner du coup, bah oui, parce qu'elle a été élue députée. Cumul des mandats, tout ça. Météo France dispose aussi d'outils de mesure sur les communes de la Basse-Terre, permettant de justifier votre décision. Permettez-moi d'en douter. Vous me répondrez qu'un fonds de secours pour les Outre-mer viendra en complément des dispositifs assurantiels catastrophes naturelles. Quel sera son montant? Monsieur le Premier ministre, les Outre-mer ne quémandent pas. Les Outre-mer sont fiers, mais aujourd'hui les Outre-mer souffrent et demandent simplement que la solidarité nationale s'exprime en actes. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur une le deuxième d'État, ministre de l'Intérieur. Question. Et c'est à nouveau Gérard Collomb qui va devoir justifier ce décret qui visiblement ne passe pas en Guadeloupe. Hélène Vainqueur Christophe. Comme je le disais à votre collègue, une première liste de communes a été publiée. Là où les vents ont été constatés, dépassant 145 km/h en moyenne sur 10 minutes, ou 215 km/h en rafale. Pour autant, aucune commune n'a fait l'objet de décisions défavorables. La Commission attend donc des expertises. Elles s'appuieront pour ce faire, non sur les vents constatés, mais sur les vents estimés qui, comme je viens de le dire, exigent des analyses liées à la topographie
et peut nécessiter 1 à 2 semaines. Mais comme je vous l'indique, compte tenu de la souffrance qu'a connue la Guadeloupe, le gouvernement fera tous les efforts nécessaires pour classer l'ensemble des communes qui ont eu à souffrir de dommages extrêmement importants. Je comprends votre émotion. Je veux vous préciser aussi qu'en ce qui concerne l'effet des vents, les assurances multirisques comportent obligatoirement une garantie tempête qui jouera quelle que soit la décision. En même temps, en complément de ce dispositif assurantiel, le Fonds de secours outre-mer permettra l'indemnisation des dégâts non assurés des particuliers et comme vous le savez, il y en a beaucoup à la Guadeloupe. Merci, Monsieur le ministre. Voilà. La parole est à Madame Fiona. Le gouvernement, vous l'aurez compris, donc, qui entend les députés guadeloupéennes et qui donc dit ok, on va re-regarder la liste des communes et on va se démerder pour que ça se passe bien. Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Madame la ministre, jeudi dernier, vous avez annoncé un plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté. En France, depuis des années, la situation ne s'améliore pas, avec un taux de pauvreté qui reste établi autour de 14%. La pauvreté touche aujourd'hui 9 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants. De nombreuses familles en souffrent au quotidien. L'urgence de la situation est évidente. Les Français attendent de nous que nous soyons responsables et luttions efficacement contre la pauvreté. Il est temps de trouver les solutions concrètes pour que personne ne soit plus laissé au banc de la société et aucune piste n'est à écarter. Ainsi, la politique familiale, dont vous avez annoncé une réforme la semaine dernière, peut et doit aussi constituer un levier véritable de lutte contre la pauvreté. Fiona Lazare, qui est une députée du Val d'Oise. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un article du Parisien qui raconte qu'elle a été oubliée. Ils ont oublié de l'inviter dans des cérémonies officielles. Normalement, les députés sont toujours invités, ils l'ont oublié. En leur offrant un accompagnement personnalisé pour les Fiona Lazare, en tout cas, qui appelle l'attention du gouvernement sur la question de la réduction de la pauvreté et notamment de la politique familiale. Les enjeux de parentalité, de précarité et d'emploi. Ainsi, dans le cadre de la réforme de la politique familiale, pouvez-vous nous préciser quelles mesures concrètes vous entendez proposer pour accompagner les familles touchées par la pauvreté et notamment les mères le plus souvent sujettes à la précarité de l'emploi? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame la ministre des Solidarités. Effectivement, elle fait remarquer que quand on parle de politique familiale, on parle aussi beaucoup des mères célibataires avec enfants qui sont malheureusement les plus touchés par la grande pauvreté. Oui, nous avons visité. Et donc c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, qui répond. Et cela m'a permis d'annoncer les mesures. La ministre qui commence par faire remarquer qu'elle est allée en visite dans la circonscription de la députée, ça fait un peu gros. Les plus défavorisés de notre pays et notamment les familles monoparentales. Je voudrais rappeler aujourd'hui que 3 millions d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté de 1 000 €. 9 millions de personnes, vous l'avez dit, et que malgré le plan pauvreté du précédent quinquennat, qui a permis des avancées, puisque 2 milliards d'euros ont été redistribués pour augmenter le pouvoir d'achat des familles les plus défavorisées, des 20% de familles les plus défavorisées, il reste aujourd'hui 14% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et ce chiffre ne bouge pas. Une des raisons pour lesquelles ces familles vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est les difficultés d'insertion. Pour cette insertion, il faut un plan global qui prenne en compte le logement, l'accès aux gardes d'enfants, notamment pour les femmes, la formation professionnelle. Et donc un plan gouvernemental sera lancé à partir du 17 octobre prochain, à la concertation avec l'ensemble des acteurs associatifs, citoyens. Il prendra en compte cette dimension globale de l'accompagnement vers l'insertion, car c'est ce que nous pouvons espérer, notamment pour ces femmes éloignées de l'emploi, avec des familles
Ces femmes, je répète, ces femmes. Pourquoi ça gueule derrière? Vous l'avez entendu, il y a un député de droite J'ai qui annoncé ce a parlé matin des contrats une aidés, mesure. puisque évidemment le gouvernement a annoncé la suppression d'un très grand nombre de contrats aidés, ce qui fait gueuler pas mal d'élus locaux, puisque les contrats aidés dans les collectivités locales, De l'allocation c'est pratique. dédiée à la garde La des enfants. ministre, Merci. Et effectivement, dans la lutte contre la pauvreté, les contrats aidés, ça joue un rôle. Donc voilà, en gros, ça gueule derrière, parce qu'il y a des députés qui dénoncent l'hypocrisie du gouvernement sur cette question-là. la parole est à monsieur. En gros, vous nous parlez de la grande Michel pauvreté, mais vous Larrivé. supprimez les contrats aidés, vous foutez de la gueule du monde, quoi. Ici pour entendre des questions et les réponses. Merci, Allez-y, merci Larrivé. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. C'est au tour de la France Insoumise de Ma parler. question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. En 2015, lorsque le Président de la République était ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, la société Alstom cédait son pôle énergie à General Electric. Cela devait créer 1000 emplois. Cela s'est traduit par 1 millier d'emplois en moins. C'est la raison pour laquelle l'accord qui se dessine entre Alstom et Siemens mérite toute notre attention. Je vous interpelle aujourd'hui pour vous faire entendre les voix inquiètes des 2460 salariés d'Alstom à Saint-Ouen, les 1220 à La Rochelle ou à Valenciennes. Au total, ce sont 32 000 emplois qui sont menacés. Une clause de maintien des effectifs ne rassure pas. Elle n'empêche pas les saignées du passé, comme lors du rachat d'Alcatel par Nokia. Aujourd'hui, c'est Alstom. Et demain, ce sera quoi? STX, la navale? Vous connaissez la situation industrielle de Belfort. Le site d'Alstom agonisant est mis en demeure de suppression d'emplois. C'est une véritable entreprise de déménagement du territoire qui s'annonce. Après les éoliennes, C'est vrai que sa chemise elle est moche. Français qui vont être bradés. On s'en fout de sa chemise. L'important c'est la question, puisque ce député France Insoumise, Michel Larrivé, attire l'attention du gouvernement sur la question de la revente d'Alstom à General Electric, qui met la pression sur les sites d'Alstom et qui inquiète considérablement les gens qui y travaillent. Cet événement mériterait peut-être l'ouverture d'une nouvelle commission d'enquête. Michel Larrivé, il a été élu député dans l'Ariège. Le maintien de ce fleuron industriel qu'est Alstom dans le giron de l'industrie française. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Benjamin Griveaux, donc, qui va répondre, secrétaire d'État sans attribution, mais qui bosse à Bercy, ça c'est sûr, qui va répondre sur ce dossier précis. Je me réjouis que l'avenir de nos entreprises puisse... C'est monsieur Larrive qui a posé la question. Ah, on dit Larrive et pas Larrivé, Larrive. pardon. Il est sur l'autre rive, Guillaume Larrivé. Ah oui, non, c'est ça, je me disais bien, il y en a un qui s'appelle Larrivé, qui est chez les Républicains, Guillaume Larrivé, et lui c'est Larrive. Ok, autant pour moi. Important. J'ai fait la même boulette que le de ministre. nombreux territoires de notre pays, vous le rappelez. Vous le savez, des discussions sont actuellement en cours entre deux géants du ferroviaire, le groupe Alstom, vous l'avez mentionné, et le groupe Siemens Mobility. Ces discussions, à l'heure où nous parlons, n'ont pas encore abouti, comme vous le savez. Le marché de la construction et de la signalisation ferroviaire est en phase de consolidation avancée. Le groupe chinois C2RC est aujourd'hui plus gros qu'Alstom, que Siemens et que le Canadien Bombardier réunis. Ah ouais, La quand même. prochaine étape de l'expansion de ce groupe chinois est vraisemblablement l'Europe continentale, où C2RC pourrait s'appuyer sur l'acquisition d'un constructeur européen. La discussion actuellement en cours entre les deux groupes est évidemment suivie de très près par le gouvernement et par les services du ministère de l'Économie et des Finances. Dans l'hypothèse d'un rapprochement entre les deux entreprises, l'État, soyez-en certains, veillera à une chose, que ce mariage soit un mariage entre égaux, la valorisation respective des deux entreprises étant très proche. L'état de discussion ne permet pas d'entrer dans le détail de l'accord envisagé, mais l'État s'est déjà assuré qu'un certain nombre de garanties, notamment en termes d'emploi et de gouvernance, seront inscrites dans les termes de l'accord. Le secteur ferroviaire, vous le savez, fait partie de notre histoire industrielle. Ah oui, Alstom, c'est eux un qui font élément les trains. qui a toute sa place dans la stratégie industrielle que ce gouvernement compte mettre en place. Je vous remercie. Ouais, donc en gros, Benjamin Griveaux qui répond pas vraiment, hein, qui dit on va rester attentif à la situation. Mais tu vois, on nationalise les chantiers navals de Saint-Nazaire, mais par contre, enfin bref, non, c'est pas comparable. Auprès du ministre de l'Économie et des Allez, on change de Finances, question, c'est Marie-Pierre Rixin qui pose une question. Mon collègue Éric Botorel. Le 6 septembre, le groupe Nokia annonçait la suppression de 597 postes sur les sites de Nozay dans l'Essonne
et de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Le plan social est aujourd'hui suspendu jusqu'au 2 octobre pour permettre au groupe finlandais d'apporter les assurances nécessaires quant au respect de l'accord signé. Parmi les engagements alors pris par Nokia, il y avait le maintien et la pérennisation de nos laboratoires de recherche. Est-il besoin de rappeler la place de ces sites d'excellence dans l'attractivité et le dynamisme de nos territoires? La fusion entre Nokia et Alcatel-Lucent a assurément permis de constituer un fleuron européen dans le domaine des technologies de communication. Cependant, 18 mois plus tard, les termes de l'accord, notamment en matière d'emploi, ne sont manifestement pas respectés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nokia s'est engagé à recruter 330 chercheurs français au 31 décembre 2017, soit dans 3 mois, pour in fine signer 500 embauches au total au 31 décembre 2018. Or, à ce jour, seuls 111 recrutements nets sur les activités de R&D ont été effectivement réalisés. Monsieur le ministre, la République contractuelle que nous appelons et soutenons exige que l'entreprise respecte la parole donnée, afin de pouvoir retisser avec des salariés déjà éprouvés ces dernières années une véritable relation de confiance renouvelée et pérenne. Marie-Pierre Rixin qui attire l'attention du gouvernement sur la question de Nokia et d'Alcatel. Ce qui est intéressant avec Marie-Pierre Rixin, c'est qu'elle a bossé avec Jacques Barrot. Jacques Barrot, vous savez, cette grande figure du centre en France qui est mort il y a quelques années maintenant, mais et c'est intéressant parce que Jacques Barrot, c'était aussi le père spirituel de Laurent Wauquiez à l'époque, il y a longtemps avant que Laurent Wauquiez finisse là où il est aujourd'hui. Mais Marie-Pierre Rixin, en tout cas, qui est devenue députée En Marche et qui est présidente de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale. Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Marie-Pierre Rixin, j'associe évidemment à ma réponse le député Éric Bothorel. Mon appréciation de la situation sur le dossier Nokia est très claire. Il n'y aura pas de manquement aux engagements qui ont été pris devant le gouvernement il y a 2 ans. Cela n'est pas tolérable. D'abord, la confiance des salariés doit être restaurée, et puis la parole de l'État doit être respectée. Concernant le rôle que l'État entend jouer dans les semaines qui viennent, le président de la République l'a indiqué, nous serons d'une inflexibilité totale sur le respect des engagements qui ont été pris. Nous mettrons tout en œuvre pour que les engagements que vous rappeliez soient respectés, à savoir le maintien de 4 200 emplois à la fin de l'année 2017 et un total de 2 500 postes en recherche et développement à la fin de l'année 2018. J'ai reçu le 14 septembre l'intersyndicale des sites de Lannion et de Nozay, ainsi qu'une délégation d'élus de ces territoires auxquels vous vous étiez associés. Bruno Le Maire s'est également entretenu avec le président du groupe Nokia, M. Rajiv Suri. Et enfin, j'ai reçu la semaine dernière, le 19 septembre, la direction de Nokia France, qui a accepté, suite à notre rencontre, de suspendre son plan de suppression d'emplois jusqu'à la réunion du prochain comité de suivi que je présiderai personnellement le 2 octobre prochain à Bercy. Nous ferons à cette occasion un examen détaillé des engagements pris par Nokia, de leur état d'avancement afin qu'ils puissent être respectés. Cette fermeté doit évidemment s'accompagner d'un esprit constructif pour que la fusion entre Alcatel-Lucent et Nokia puisse réaliser la promesse d'un champion industriel, du respect d'un savoir-faire et des emplois. Sur ce dossier, une fois de plus, l'exemple de la méthode de ce gouvernement est très clair. Merci. Nous écoutons les partis. Je ne sais pas si l'État a des parts dans ces boîtes-là, mais bon, peu importe. En tout cas, Benjamin Griveaux, donc, qui a répondu à 2 questions sur 2 dossiers précis. Et celui-ci, c'était, vous l'avez entendu, Nokia, Alcatel-Lucent, la fusion. Monsieur le ministre, ce jour, la ministre de la Santé annonce vouloir remplacer la carte vitale par la carte bleue en portant le forfait hospitalier à 20 €. À la veille de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans les hôpitaux, les voix montent pour dire nous ne sommes plus en capacité d'assumer humainement nos missions. Ce constat est celui de l'ensemble de la chaîne hospitalière. L'hôpital est en souffrance. Le récent reportage d'Envoyé spécial montre l'accablant quotidien des hospitaliers. Management par les coûts qui prend le dessus sur le devoir de soins. Cette culture fait mal au service public. Elle prend en otage les personnels qui sont poussés à la schizophrénie entre une éthique professionnelle et ce que les autorités de l'ARS leur imposent, compter, économiser, alléger.
J'aurais pu vous parler de la tarification à l'activité et des innovations sur les tueurs de coups, mais ça aurait été faire écran sur les réalités humaines. Quand le président de la République affirme qu'il veut amputer de 15 milliards d'euros les dépenses de l'assurance maladie, je vous mets en garde. L'hôpital vit une crise sociale. Attends, 15 milliards d'euros, c'est les cotisations. Face à la crise sanitaire qui existe dans un grand nombre de territoires. Uniquement sur l'assurance maladie, les 15 milliards? Les hospitaliers sont à bout. Faites le tour des hôpitaux sans le filtre des visites organisées. Venez avec moi visiter les urgences de E, avec Hubert Villefranc au CHU de Rouen, ou bien avec Elsa. Ça s'amuse beaucoup sur Twitch, bah évidemment. À l'hôpital Boujon. Sébastien Jumel, député Front de Gauche, qui siège au sein du groupe GDR, donc avec les communistes et non pas avec les Insoumis. Tournant le dos à Bercy et à Bruxelles. Qui est chercheur au CNRS et il a été directeur de recherche à l'INSERM, et c'est un spécialiste de biologie, de génétique, de biochimie et de biotechnologie. Pour sortir notre hôpital de l'asphyxie financière et inhumaine dans laquelle il est plongé depuis de trop nombreuses années. Merci, monsieur le député. Voilà, c'est un généticien, comme on dit. Et donc, en tout cas, ça n'a rien à voir, mais il a attiré l'attention du gouvernement sur la question du financement de l'assurance maladie et notamment de l'hôpital. Contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'aller visiter les hôpitaux, j'y ai passé 25 ans de ma vie. Paf, dans ta tronche. Alors là, la ministre de la Santé qui rappelle qu'elle a été directrice d'hôpital, donc elle sait ce que c'est qu'un hôpital, et donc du coup elle n'a pas dû apprécier la remarque du député communiste qui lui faisait remarquer ouais, si vous seulement vous alliez dans les hôpitaux, vous verriez à quel point c'est difficile d'y travailler et tout. Ah, ce headshot, il est incroyable. La ministre qui se fait applaudir longuement par les députés En Marche qui la soutiennent. L'hôpital public. Vous le savez, je suis extrêmement attentive à la situation des professionnels. Des efforts ont été demandés depuis des années, des décennies à l'hôpital public. C'est parce que nous vivons avec un hôpital public financé à l'activité. Il y aura dans la loi de finances, dans le PLFSS qui sera présenté, la nécessité PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. De l'hôpital public de façon à tarifer au parcours et d'arrêter d'avoir bah voilà, on y vient. Un simple objectif de rentabilité des hôpitaux. C'est le meilleur moyen de transformer l'atmosphère. Là, la ministre de la Santé elle est en train de faire une annonce intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un système de tarification à l'activité, donc à l'acte en fait. C'est le mode de fonctionnement de l'hôpital aujourd'hui, c'est de tarifier à l'acte, en gros à l'intervention chirurgicale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une méthode de financement des hôpitaux, une méthode de calcul particulière, et la ministre de la Santé qui souhaite visiblement orienter le financement des hôpitaux vers une tarification au parcours pour encadrer l'intégralité du parcours de santé d'un patient. Que nous arriverons et notamment, normalement, un parcours, c'est en lien avec la médecine de ville, donc le médecin généraliste, tout ça. Au travail des professionnels de santé. C'est également à cette condition que nous pourrons permettre aux professionnels de pleinement s'engager en faveur des malades et en accord avec leurs valeurs professionnelles. Je vous remercie de votre question. Merci, Madame la Ministre. Ça a été sec, hein. Ça a été sec. Et Sébastien Jumel, vous l'avez vu faire ouais, ok, je m'en suis pris plein la gueule. Cette question s'adresse au secrétaire d'État Benjamin Griveaux. Monsieur le secrétaire d'État, la semaine dernière, le laboratoire Galderma, qui a été réintitulé récemment Nestlé Skin Health, ancienne filiale de L'Oréal, acquise à 100% par le groupe suisse Nestlé en 2014, a annoncé la suppression d'au moins 400 des 550 emplois de chercheurs, de médecins, d'ingénieurs, de techniciens. Putain, mais je vous ai raconté n'importe quoi, je suis désolé. Je vous ai raconté n'importe quoi, je suis absolument désolé. Le député précédent, c'était Sébastien Jumel. Il était directeur de cabinet de Cédric Cuvillier. Oui, c'est ça, je me disais bien qu'il y avait un problème. C'est pas lui qui est généticien, c'est lui, là, c'est Philippe Bertha, le généticien. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, il a bossé sur l'ADN, tout ça, il est professeur en centre universitaire à Nîmes, etc. C'est lui, là, c'est Philippe Bertha. C'est lui le généticien. Les installations, ils sont de haut niveau. Celui d'avant, ça n'a rien à voir. Par exemple, en ingénierie cellulaire, tout à fait exceptionnel. De plus, les soins je me disais aussi, s'il y avait eu un directeur de recherche de l'INSERM chez les Insoumis, ça m'aurait marqué. La décision de Nestlé pose deux questions. La première porte sur l'action à venir du gouvernement pour les emplois concernés par la décision de Nestlé, au cœur du pôle de compétitivité santé du sud de la France, Eurobiomed. La seconde, plus générique, porte sur les intentions du gouvernement, que l'on sait très attaché à l'innovation, pour que la France reste attractive pour la recherche privée. Les acteurs de la recherche collaborative sont en effet en attente de grandes annonces sur les outils du type fonds unique ministériel,
plan d'investissement d'avenir, crédit impôt recherche et sur l'avenir des pôles de compétitivité. Cette recherche de haut niveau ne peut se faire qu'autour de grands projets, qui sont forcément des projets transrégionaux que seul l'État peut être capable de soutenir. Voilà, une question donc du chercheur généticien Philippe Berta, désormais député MoDem, au gouvernement sur la question du soutien à la recherche. Président, mesdames et messieurs les députés, Ce n'est pas du tout aberrant que ce soit lui qui pose cette question-là. depuis 2016, Nestlé, vous l'avez rappelé, est propriétaire à 100% de la société Galderma, qui est située à Sofia Antipolis, et elle a rebaptisé cette filiale Nestlé Skin Health. Le projet de réorganisation du groupe que vous avez mentionné fait état de la possible suppression de 400 emplois sur un site qui en emploie 550, 100 pouvant faire l'objet d'un reclassement interne et 300 départs dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Tous les emplois seraient visés. En termes de calendrier, l'entreprise entamera une première consultation de son comité le 2 octobre prochain. Votre question porte sur deux sujets qui sont très distincts. D'abord, le soutien à l'innovation et à la recherche et développement, qui est une priorité du gouvernement. À ce titre, il mobilise différents outils pour accompagner les entreprises françaises dans leur stratégie d'innovation et de nouvelles technologies. On peut par exemple penser au crédit d'impôt recherche qui a mobilisé l'an dernier plus de 6 milliards d'euros. Le Premier ministre l'a détaillé hier dans la présentation d'un plan d'investissement qui est doté de 57 milliards, dont une partie importante de ce plan d'investissement servira à accompagner l'innovation, et la création d'un fonds que nous avons appelé avec Bruno Le Maire pour l'innovation disruptive et que nous finançons par la cession des participations. Un fonds pour l'innovation disruptive. Dans certaines entreprises publiques. Vous savez, il y a déjà une quinzaine de jours. On pourrait financer Acropolis avec ça d'actions ont été vendues dans le cadre de la CTNJ. Vous évoquez également le fonds unique interministériel qui constitue un outil dédié au financement des pôles de compétitivité. Dans ce cadre-là, la société Galderma peut éventuellement susciter et recourir à ce financement. Sachez. Oui, tu as raison, Fanny, il ne parle pas de recherche, il parle de recherche et de développement. Attentif à la mise en sur œuvre la compétitivité. Qu'elle accompagnera la société dans le fait de susciter ce fonds unique interministériel. Décidément, Benjamin Griveaux, il n'a pas d'attribution, mais en fait, il s'occupe des dossiers merdiques. T'as Bruno Le Maire, il s'occupe de l'économie, de la strate, etc. Et puis Benjamin Griveaux, il se récolte tous les trucs à la con, avec les suppressions de postes, les fusions. Je voudrais d'abord, en préambule, adresser notre affection et notre amitié et notre solidarité à notre collègue Guillaume Firmin, qui ne peut pas être là, puisque vous le savez qu'elle fait partie de ces élus qui sont impactés par le tsunami, par les ouragans qu'on a décrits tout à l'heure. Sinon, Monsieur le Premier ministre, au moment où nous débattons de la sortie de l'état d'urgence, la paix civile est menacée à Mayotte. Au nom de l'ensemble de la population de Mayotte qui a sillonné en masse les rues de Mamoudzou hier, je viens vous demander le retrait de la feuille de route signée par votre gouvernement et le gouvernement comorien le 12 septembre dernier, feuille de route que vous vous êtes abstenu de rendre publique. Mes chers collègues, en interpellant le gouvernement, c'est quoi ce sujet là? C'est aussi l'ensemble de Je suis pas au courant nationale que je veux prendre à témoin. Mayotte, c'est 374 km², peuplé de 250 000 habitants, dont 52% sont de nationalité française, ces 52% étant pour la plupart des clandestins. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants de parents étrangers scolarisés à Mayotte qu'il n'y a d'enfants français dans nos écoles. Aujourd'hui, il naissent chaque jour plus de 30 enfants, dont 75% de mères étrangères, soit une salle de classe par jour. À ce rythme, dans 5 ans, 95% de nos effectifs scolaires seront composés d'enfants nés de mères étrangères, alors qu'il manque déjà 600 salles de classe. Oui, question de moyens, alors c'est pas une question de principe. Qui parmi nous Le côté je fais des tris entre les enfants, bon. Alors, en tout cas, Mansour Kamardine, député de Mayotte, qui a commencé son intervention en rendant hommage à un de ses collègues qui n'est pas pu être présent à Paris puisqu'il est encore dans les Antilles en train de gérer l'après-ouragan. Une feuille de route. C'était assez sport de sa part. De délivrance du visa. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Ah, c'est ça, c'est un accord de visa gratuit sur la question des ressortissants des Comores. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Mansour Kamardine. Tout d'abord, je tiens, comme vous et comme chacun d'ici, à réaffirmer l'engagement de la France dans la lutte contre l'immigration régulière, quel que soit le lieu, évidemment, dans l'Hexagone, mais aussi partout
dans nos outre-mer. Cet engagement est évidemment majeur pour le département Mayotte, confronté de façon massive à ce phénomène, et vous avez raison de le souligner. La France et les Comores, chacun le sait, sont unis par des relations anciennes, forgées par l'histoire, forgées par la géographie, la francophonie, mais aussi des liens humains extrêmement forts qu'il ne faut pas négliger. Mais quelles que soient nos divergences, nous avons un intérêt essentiel à un dialogue et à la définition et à la mise en œuvre d'actions très concrètes de coopération entre nos deux pays. C'est dans cet esprit, monsieur le député, que s'est déroulé le 5e Haut Conseil paritaire qui a été présidé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et son homologue comorien il y a quelque temps et que vous avez évoqué. Les travaux se sont déroulés dans un climat amical et confiant, d'écoute et de compréhension, et c'est bien nécessaire dans ce cadre-là. Ils ont permis des avancées extrêmement positives. Les autorités comoriennes et françaises... Un accord à deux États, oui, entre la France et les Comores, Julie. Et à favoriser la seule... En tout cas, c'est Patrick Castaner qui répond à la question. Patrick Castaner, c'est le porte-parole du gouvernement, mais c'est surtout le ministre des Relations avec le Parlement, qui répond donc à cette question précise de Mansour Kamardine sur la question de l'immigration clandestine entre les Comores et Mayotte. Et c'est bien évident, notamment parce qu'elle déstabilise, et vous l'avez dit, la société. J'ai dit quoi? Christophe Castaner, j'ai dit Patrick Castaner. Putain, à chaque fois, je fais l'erreur. Christophe Castaner. Il a été décidé d'approfondir de manière substantielle et visible pour les populations, par les populations, la coopération bilatérale dans ses différentes dimensions. Vous pouvez le constater, monsieur le député, nos deux pays voisins de l'océan Indien partagent le souhait de bâtir une coopération efficace, basée sur des échanges réguliers, des actions communes et des engagements réciproques. Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-René Cazeneuve. Jean-René Cazeneuve, député Les Constructifs, côté UDI. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer il y a quelques jours que les concours financiers de l'État aux collectivités locales vont augmenter l'année prochaine. C'est une annonce capitale. Capitale, car ces dernières années, ces dotations ont fortement baissé, de plus de 10 milliards d'euros, conduisant les collectivités locales sans distinction à faire des efforts considérables. C'est une annonce capitale, car nos territoires ruraux ont échappé à une hécatombe. Oui, une hécatombe. Si le programme porté par certains sur la droite de cet hémicycle avait été mis en place. Et circonstance aggravante. Oh putain, il est vénère. Quelques-uns de vos élus à la tête d'associations de maires aujourd'hui jouent les saintes nitouches. Ça c'est un taquet dans la tête de François Barouin, président de l'Association des maires de France. Avec 319 collectivités locales les plus importantes, nous approuvons cette méthode innovante qui fait appel au dialogue et à l'esprit de responsabilité de chacun. Ma question concerne les 35 000 communes non visées par ces contrats. Confirmez-vous que leurs dotations ne vont pas baisser? Quel mécanisme mettez-vous en place pour vous assurer que cet élan va aller jusqu'aux territoires ruraux les plus reculés? Et enfin, ces territoires les plus enclavés de notre pays vont-ils également bénéficier d'investissements à la hauteur de la fracture territoriale qui se sont aggravées? C'est pas du tout une question choupa, là c'est une question vénère. Jean-René Cazeneuve qui s'en est pris à ses anciens partenaires de l'ancienne majorité, donc de la droite, qui selon lui ont sacrifié les collectivités locales. Mesdames et messieurs les députés. Et donc on va en savoir plus sur cette question de la baisse ou pas des dotations aux collectivités locales. Je confirme, monsieur le député, que les dotations ne vont pas baisser, elles vont même augmenter. En effet... Ah, l'éternel débat sur les dotations aux collectivités. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, les collectivités locales sont financées par deux mécanismes principaux. Le premier, c'est les impôts locaux qu'elles touchent directement pour ramasser les poubelles, ce genre de trucs-là. Et le deuxième, ce sont les dotations que l'État verse directement aux collectivités avec des modalités de calcul qui font l'objet d'une engueulade systématique entre l'État et les collectivités. Que vous ciblez dans votre question, le gouvernement a fait le choix de renforcer la dotation de solidarité rurale. En 2018, la DSR augmentera de 80 millions d'euros et atteindra 1,5 milliard à niveau historique. Il s'agit d'un choix clair en faveur
de la ruralité et pour réduire... C'est qui la mamie? T'es méchante, c'est pas une mamie, c'est Jacqueline Gouraud qui est secrétaire d'État aux collectivités locales. Pendant qu'elle soit ministre, je sais jamais, mais bref. Elle s'occupe des collectivités locales en tout cas. Premièrement, les contrats de ruralité se poursuivront. Ils seront abondés de 45 millions au plan national. Deuxièmement, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont maintenus à un niveau exceptionnellement élevé, 1 milliard d'euros, c'est plus de 60% de plus qu'en 2014. Enfin, la dotation de l'investissement local est pérennisée, c'était quelque chose qui avait été fait de façon ponctuelle, et sera plus accessible aux collectivités rurales. En effet, j'insiste sur le fait que pour désormais la DSIL, il y a la suppression des seuils qui réservait en partie ce mode de financement aux plus grandes collectivités. C'est terminé. Toutes les communes seront Madame la accessibles ministre. au TIL. La parole et est il y aura maintenant à une... Monsieur Philippe Vigier. Ah, on n'entendra pas la fin de la réponse de Jacqueline Gouraud, qui a tenu à préciser et à rappeler l'engagement du gouvernement, visiblement, de ne pas baisser les dotations aux collectivités et même de les augmenter. Nos territoires souffrent et la désertification médicale progresse. Je voudrais être ici le porte-voix de ces millions de femmes et d'hommes qui, dans le milieu rural, qui, dans nos banlieues, dans des quartiers de certaines très grandes villes, ont un accès toujours plus difficile aux soins. Certains même renoncent aux soins et sont dans l'angoisse d'avoir un rendez-vous chez un généraliste ou chez un spécialiste. Philippe Vigier, il est directeur de laboratoire d'analyse médicale. Des mesures importantes en matière de santé et de lutte contre la désertification médicale. Il y a 10 ans que je lutte ici pour essayer de faire en sorte que cette désertification cesse de progresser et d'expliquant que ces territoires dans lesquels il y a une désertification médicale souffrent globalement d'un manque d'attractivité. Ce sont souvent des problèmes de logement, des problèmes d'accès à la téléphonie, des problèmes d'accès au numérique. Alors, Monsieur le Premier ministre, il faut prendre cette question à bras-le-corps. C'est une question... Si, Vigier, il était déjà élu dans la précédente Assemblée nationale. Il est porte-parole de l'UDI, Philippe Vigier. Va progresser. Je me demande même s'il n'était pas président du groupe UDI sous la précédente législature. Qui permettra... Enfin, on s'en fout. Il est en train de poser une question sur la désertification médicale. Je rappelle que la désertification médicale, c'est le principe. Enfin, c'est malheureusement l'état de fait qui veut que dans les zones rurales reculées, on manque de médecins, on manque de professionnels de santé, et c'est un vrai problème pour l'efficacité de notre système de soins. Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le... Et donc c'est Agnès Buzyn, à nouveau ministre de la Santé, qui va lui répondre. C'est un souci pour des millions de Français, et c'est donc ma priorité depuis mon arrivée dans le ministère des Solidarités et de la Santé. J'ai donc travaillé avec l'ensemble des professionnels, hospitaliers, libéraux, avec les associations de maires des régions, pour entendre les besoins sur les territoires. Aujourd'hui, il n'y a pas une solution, il y a des dizaines de solutions en fonction des territoires et en fonction de l'offre de soins existante. Nous allons donc proposer, le 13 octobre prochain, avec le Premier ministre, un plan dédié à l'accès aux soins, permettant à chaque territoire de s'organiser avec les professionnels de santé qui sont localisés sur chaque bassin de population. En pratique, nous allons doubler les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais ça n'est pas l'unique solution. Nous allons permettre le déploiement de la télémédecine. Nous allons permettre des pratiques avancées entre professionnels. Nous allons permettre à des professionnels hospitaliers ou à des professionnels libéraux d'aller donner du temps médical dans des zones désertifiées. Et vous verrez dans le PLFSS qui sera annoncé jeudi l'ensemble des mesures réglementaires et financières qui permettront d'accompagner l'ensemble de ces solutions sur le territoire. Merci, Madame la Ministre. La parole il y en a qui se cassent. Madame Marie Guévenoux. Ah oui, c'est l'heure des pépitos, il est 16h. Ma question C'est l'heure du goûter. s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Allez, c'est Marie Guévenoux qui pose une question maintenant, députée LREM, donc En Marche de l'Essonne. Renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Et on va parler donc de la fin de l'état d'urgence. Annoncé par le président de la République lors de son discours. Ancien attaché parlementaire d'Alain Madelin, putain. De sortir de cet état d'exception qu'est l'état d'urgence, tout en assurant la sécurité que les Français sont légitimement en droit d'attendre. Elle a été présidente des Jeunes Pop. Des attentats meurtriers. Nous le savons tous, la menace terroriste est élevée et frappe aveuglément.
L'État islamique veut détruire notre civilisation et pour y parvenir, il s'adapte à son environnement, mue et se nourrit de nos propres failles. Ce terrorisme endogène qui transforme en quelques semaines certains de nos concitoyens en terroristes n'est pas le fait du hasard, mais bien l'un des moyens les plus sournois mis en œuvre par l'État islamique. La menace est donc protéiforme et évolutive. Il faut, dans ces conditions, nous doter des moyens législatifs qui permettront de mieux la combattre. Le texte que vous nous proposez, Monsieur le ministre d'État, fait en ce sens preuve de courage et de responsabilité, puisqu'il adapte dans notre droit commun les mesures les plus efficaces de l'état d'urgence, tout en préservant nos libertés individuelles. Marie Guévenoux, donc, qui demande au gouvernement de préciser un petit peu ce qu'il y aura dans ce projet de loi antiterroriste qui a vocation à faire la transition entre la fin de l'état d'urgence et le retour à un état entre guillemets normal. Et vous l'avez entendu, elle a parlé de la difficulté de ce projet de loi qui est à la fois de protéger les Français tout en maintenant les libertés publiques. Efficacité opérationnelle. Et ça, c'est pas facile. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous rappeler devant la représentation nationale les principales mesures de ce texte qui s'inscrit dans une vision plus globale de la protection de nos concitoyens? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Ah mais c'est ça, elle est responsable du projet de loi antiterrorisme. Je me demandais pourquoi c'est elle qui posait la question, mais en fait c'est ça. Elle siège à la commission des lois et c'est elle qui est, elle est rapporteuse du texte. Un des problèmes ou responsable. plus profonds. Parce qu'En Marche ils ont aussi des responsables de texte, donc c'est un peu compliqué. Que vous abordez avec votre question. La France, comme les autres pays occidentaux, comme d'autres pays dans le monde, est face à une menace terroriste qui reste extrêmement élevée. Les attentats qui sont survenus récemment à Londres, à Barcelone, nous montrent que chacune et chacun est visé. Quelle que soit sa condition, quelle que soit sa philosophie, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine. Nous voulions sortir de l'état d'urgence parce qu'on ne peut pas rester toujours dans l'état d'urgence. Mais en même temps, il fallait protéger nos concitoyens. Oh, on est d'accord Théo, il y avait de la drague là. Que nous avons pris un certain nombre de mesures importantes qui permettront de traduire dans l'état de droit Manuel Valls. des protections Avec son bouc, décidément je m'y ferai jamais. Nous pourrons ainsi continuer à avoir des périmètres de protection pour pouvoir organiser nos grands événements. Nous pourrons fermer les lieux de culte qui seraient des foyers de radicalisation. Nous autoriserons les mesures de surveillance. En même temps, c'était intéressant de montrer Manuel Valls, puisque c'était Manuel Valls, le Premier ministre, à l'époque où l'état d'urgence a été mis en œuvre. Enfin, et c'est lui qui avait, du coup, en tant que Premier ministre, porté les différentes lois de prorogation de l'état d'urgence dans le temps. Qu'elle pouvait s'avérer fondamentale pour saisir des armes, démanteler des réseaux, éviter des attentats qui auraient pu faire des centaines de morts. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, Gérard Collomb qui a plaidé en faveur de son projet de loi antiterroriste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Ah. En 2014 et 2015, une question pour Nicolas Hulot. Variscan Mines, plusieurs permis exclusifs de recherche minière, dont 3 en Bretagne. Le premier sur la commune de Silfiac dans le Morbihan, les 2 autres sur les communes de Merléac et de Locquenvel dans les Côtes-d'Armor. Ces permis ont été octroyés dans le but de connaître la composition des sous-sols en métaux précieux, notamment en tungstène, zinc, plomb et cuivre. La population locale et de très nombreux élus ont acté que cette phase d'exploration devrait conduire à une future exploitation du sous-sol attendue par Variscan. Le manque de pédagogie et de concertation, le flou entretenu sur les impacts sanitaires et environnementaux, notamment sur la ressource en eau, les incertitudes sur les retombées économiques de cette possible extraction minière ont au fait d'inquiéter les habitants de ces territoires bocagés. Attends, il parle d'extraction minière où ça? J'ai pas compris. Le projet est très majoritairement rejeté par la population.
Face à cette opposition locale, Variscan Mines a suspendu ses activités de recherche minière en juin dernier. C'est où ça? La C'est chez lui, parce que région lui c'est un élu Bretagne et breton. le conseil départemental des Côtes-d'Armor ont par ailleurs Oui, donc c'est bien ça, c'est un une Côte d'Armor. Ok, motion d'accord. réclamant Donc c'est bien une question l'abrogation des qui permis concerne directement sa circonscription. Malgré cela, Lui qui a été membre d'Europe Écologie Les Verts, donc c'est pas sûr qu'il pose une question à Nicolas Hulot. Ces demandes d'abrogation, justifiant sa décision par des arguments juridiques. Nous nous retrouvons donc actuellement dans une impasse. D'un côté, l'État autorise la société Variscan Mines à poursuivre ses explorations. De l'autre, les associations et les élus locaux s'opposent à la reprise du projet sans interdire des projets alternatifs de récupération de métaux rares de nos téléphones, tablettes et autres portables. Les difficultés rencontrées aujourd'hui sont le fruit d'un manque de clarté politique. La population et les élus de la société Variscan Mines ont besoin de connaître la vision du gouvernement sur ce dossier afin de trouver la meilleure issue. Yannick Kerlogo, ce qui est rigolo, et c'est pas un jeu de mots débile avec son nom de famille, c'est qu'il a été professeur des écoles. Professeur des écoles, donc pour les petits enfants. Mais surtout, il était professeur des écoles bilingues, français et breton. Écologique et solidaire. C'est marrant ça. Monsieur le Président. Bref, c'est Nicolas Hulot qui va lui répondre sur la question donc de l'exploration minière dans la Côte d'Armor. La question des permis miniers en Bretagne et à Merléac en particulier, elle est symptomatique, c'est le moins qu'on puisse dire, des dispositions d'un code minier qui est vieux de plus d'un siècle et de la société actuelle. Aujourd'hui, vous le rappelez, l'octroi des permis de recherche se fait sans tenir compte de l'impact environnemental et sociétal des projets. Et de plus, ces études ne viennent que trop tardivement dans le processus. La logique du code minier actuel est que tant qu'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'impact. Cela passe complètement à côté de la volonté de participation du public et conduit justement aux situations de blocage que vous présentez. J'ai pleinement conscience, comme vous, que la modernisation du code minier est attendue par toutes les parties prenantes des projets et des exploitations minières. Je ne pense pas que toute recherche minière est à proscrire sur notre territoire et je vous rassure là-dessus. Elle doit pouvoir se faire de façon raisonnée et raisonnable. D'une part, il faut savoir ce que l'on cherche. Certains matériaux sont indispensables, notamment à la transition énergétique, et ne pourront se trouver uniquement par le recyclage car le besoin explose. À l'inverse, on n'a pas besoin de continuer à exploiter certains métaux si on peut se les procurer autrement que par l'exploration minière. C'est la logique de l'économie circulaire qui doit avant tout primer. Oui, donc c'est ça, il parle bien du recyclage des téléphones portables qui permet d'en extraire des métaux précieux. Adaptation du code minier au droit de l'environnement. Bien que relativement équilibrée, la réforme peut être approfondie, me semble-t-il, notamment en matière de démocratie environnementale. Vous l'aurez donc compris, le gouvernement souhaite conduire à son terme cette réforme dans le courant de l'année 2018. Il s'agit ainsi de poser les bases d'une conduite des projets miniers dans un climat de confiance pour les tiers et de sécurité juridique pour les opérateurs. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Nicolas Hulot, très séance précis des questions au gouvernement est sur cette question puisqu'il a simplement La séance lu sa est réponse. suspendue. Voilà, c'est la dernière question d'actualité au gouvernement. La séance est suspendue, ils vont reprendre leurs travaux dans quelques instants pour la suite du programme. Et aujourd'hui c'est loi antiterroriste, si je ne dis pas de conneries. Attendez, parce que Valentine m'a envoyé un texto en m'apportant une réponse à cette question. Je la remercie, et oui c'est bien ça, c'est projet de loi terrorisme, juste après les QAG. Mais on va pas le commenter sur Acropolis parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. On aimerait beaucoup pouvoir le faire, mais on a besoin d'autres personnes que moi pour streamer les questions d'actualité au gouvernement et la politique nationale. Bref, peu importe. J'espère que cette séance vous a plu. On va rester un petit peu ensemble pour débriefer, voir ce que vous en avez pensé, tout ça. On a parlé de pas mal de sujets. J'ai noté que la plupart des sujets dont vous aviez parlé en introduction ont été abordés aujourd'hui. On a parlé des ouragans, on n'a pas parlé des ordonnances. Non, c'est vrai, on n'a pas parlé des ordonnances. Ou alors très indirectement. On a parlé de dossiers industriels très précis avec Benjamin Griveaux qui a répondu à 3 dossiers merdiques. On a Gérard Collomb qui nous a parlé du projet de loi terrorisme. On a parlé de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ils n'ont pas parlé de l'ONU, c'est honteux. Oui, c'est vrai, mais je crois que le Drian n'était pas là. Enfin, je sais pas, j'avais pas l'impression. Je l'ai pas revu en tout cas. On n'a pas parlé d'éducation non plus. On n'a pas parlé de l'éducation, putain, c'est la rentrée scolaire. C'est dingue ça. On est le 26 septembre, c'est les premières séances de questions au gouvernement depuis la fin de la session extraordinaire de cet été. Et pas un mot du ministre de l'Éducation nationale sur la rentrée. C'est chiant ça. Bon, on espère qu'il se rattrapera la semaine prochaine. Whatever. Non, on a été gâtés puisqu'on a eu 3 réponses, mine de rien, de la part d'Édouard Philippe, Premier ministre en personne, qui a répondu sur le glyphosate.
il a répondu sur le glyphosate, il a répondu sur le projet d'investissement, le grand plan d'investissement, 57 milliards, tout ça, avec les priorités. Et le troisième truc sur lequel il a répondu, c'était quoi déjà? Merde, je me souviens plus. Je sais plus, mais il s'est engueulé avec, comment il s'appelle? Christian Jacob, qui l'a traité de transfuge, c'était très drôle. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le glyphosate? Ils ont dit que c'était compliqué. Ils ont dit on verra après les attentats généraux de l'alimentation. La rentrée s'est bien passée, Jean, tout simplement. C'était pas il y a un mois la rentrée, si, non, mais c'était il y a un mois la rentrée pour les enfants, mais là c'est la rentrée politique aujourd'hui, c'est la rentrée de l'Assemblée nationale. Enfin, c'est la rentrée des questions d'actualité au gouvernement. Et effectivement, pendant que nous, je rappelle, hein, pour ceux qui étaient largués, mais pendant qu'on faisait cette séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à la Sorbonne, donc à l'université, Emmanuel Macron faisait un grand discours sur la refondation de l'Europe, et j'espère qu'on va pouvoir vous le commenter en différé sur Acropolis dans les jours qui viennent, mais ça on verra ça avec Jennifer. Jennifer, je sais que tu es dans le chat, c'est pour ça que je te fais un gros clin d'œil appuyé, pour voir avec toi si on peut s'organiser, pour proposer le décryptage de ce discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Whatever. Les attentats généraux de l'alimentation. Non, j'ai dit ça? Ah non, les états généraux de l'alimentation. Non, mais je parle trop vite, j'ai une pensée trop complexe, du coup ma pensée dépasse ma parole et du coup je fourche. Donc les états généraux de l'alimentation. Voilà. Oui, je t'ai répondu sur Slack. Ah, j'ai pas vu, pardon. Désolé, pas désolé. Voilà, bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Aujourd'hui, c'était bien? C'était bien, c'était animé, c'était solennel. Bon, je sais pas. On a découvert des députés. Un massier jupitérien. Une pensée trop complexe. Ah ouais, beaucoup trop complexe. En plus, c'est vraiment couillon, le glyphosate est déjà déversé à balles par tous les jardiniers du dimanche, faut arrêter le désastre et ça pollue des nappes phréatiques, etc. Non, c'est plus le cas, Kappa. C'est plus le cas, mets-toi à jour. Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d'utiliser du glyphosate, du Roundup, etc. pour les usages non agricoles. Donc pour les jardiniers du dimanche, pour les collectivités locales, etc., c'est déjà interdit. Donc là, la question, c'est pour l'agriculture. Et comme l'a rappelé le Premier ministre, le glyphosate est présent dans 30% des herbicides utilisés, et donc c'est compliqué. C'est compliqué. On peut pas supprimer le glyphosate comme ça. Il va falloir organiser un petit peu la passation. Des bonnes questions pas trop choupa. Ouais, c'est vrai. Oh, il y en a eu quelques-unes quand même, mais pas trop, ça va. J'ai l'impression que les députés, ils font mieux semblant. Il y a eu deux questions sur Irma, effectivement. Deux questions sur la Guadeloupe, ouais. Ouais. Que pensez-vous du dernier lapsus de Castaner, Madame Muriel Pinocchio? L'inconscient démonstratif. Oui, c'est toujours drôle les lapsus en politique. Et effectivement, j'ai trouvé celui-là très drôle. Le pauvre Castaner. Le mec, il est porte-parole du gouvernement, il dort 3 heures par nuit et il est obligé d'être précis quand il parle tout le temps. Donc j'ai dit évidemment qu'il fait des lapsus. Glyphosate, c'est Monsanto, donc c'est mal. Ça manque quand même d'arguments. Oui, je suis d'accord avec toi, Slagocor. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu mets Roundup et Monsanto dans la même phrase, effectivement, t'as du mal à avoir une discussion à peu près stable sur le sujet. Par contre, si tu dis glyphosate, produits phytosanitaires, herbicides, là, là c'est différent. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu un sujet merdeux à cause de ça. Mais bon, peu importe, c'était quand même vachement intéressant. Je vous invite, avant que vous quittiez, à mettre un pouce bleu sur le live, enfin sur la vidéo YouTube, non pas pour notre bon plaisir, mais parce que ça aide le référencement des vidéos d'Acropolis, et donc c'est bien. C'est bien, c'est pratique tout ça. De quoi qu'on a parlé d'autre? Mettez des posts bleus et venez sur le Discord d'Acropolis pour discuter, parce que c'est cool le Discord d'Acropolis, il y a des gens bien. Et d'ailleurs le Discord d'Acropolis qui va bientôt s'organiser avec des débats réguliers qui vont être organisés et tout, mais ça je les laisse faire parce qu'il y a une équipe du feu de Dieu qui est en train d'organiser ça et c'est trop cool. On va pouvoir avoir une animation sur le Discord, mais on en parlera aussi dans Inside Acropolis, ça, de tous ces projets là. Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Bisous peuple de la République démocratique et populaire d'Acropolis. Oui, c'est vrai. La RPD, la RPDA. Le suffixe cide, généralement, c'est plutôt dangereux quand même. Bah, herbicide, oui, non, oui, ça dépend. On a parlé de recherche et développement. Oui, c'est vrai, on a parlé de recherche et développement. C'était cool.
Pouce bleu sur la rediff aussi, lâche un com. Oui, j'avoue, lâchez com. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Enfin, dites-le au gouvernement, mais dites-le nous aussi. Voilà. Il est quelle heure? Il est 16h20. Et ben on va bientôt s'arrêter. On va bientôt s'arrêter. Alors attendez, je vais voir quelle est la programmation d'Acropolis. Donc je vais sur acropolis.fre. Je vais dans programmation. Et là je vois, oh merveilleux, le 27 septembre, donc demain, il y a Au Canada, de 19h30 à 22h30. Trop bien. Au Canada, avec Florian, on va parler du Canada et du Québec. De l'un ou de l'autre, je sais plus. C'est cool. Ça va parler ordonnance? Non, ça va pas parler ordonnance. Ça va pas parler ordonnance, pas directement en tout cas, mais non, il n'y a pas eu de vraies grosses questions sur l'ordonnance. En même temps, la seule question de la France Insoumise, c'est une question qui a été posée sur un sujet précis. Voilà. Sur un sujet précis, c'est-à-dire sur un dossier en particulier, pas une question d'ordre général sur les ordonnances. Donc voilà, les communistes, pareil, ils n'ont pas posé de questions sur les ordonnances, ils ont posé une question sur un sujet précis, sur une fermeture d'usine, sur Alstom. Et la droite, ils ont posé des questions sur l'immigration à Mayotte et sur les dotations aux collectivités. Et sur le Sénat. Donc non, aujourd'hui pas d'ordonnance, ce sera probablement pour la semaine prochaine. FAQ, à quand le changement de jingle? Ouais, t'es marrant, toi, faut les faire les jingles. C'était Oxycol.